Parlons laïcité, une émission proposée et préparée par RERS. RERS, les réseaux d'échange réciproque de savoir. RERS est un groupe d'éducation populaire. Les citoyens et les citoyennes participants et acteurs actifs sont sans distinction d'âge, de conviction politique ou religieuse, ni d'origine culturelle ou sociale. L'objectif est de participer concrètement à la vie de la République, même modestement, dans notre ville et dans notre région. C'est pourquoi chaque mois, nous nous retrouvons pour échanger autour d'un thème qui devrait nous permettre de cultiver et de développer notre liberté de conscience. Bienvenue à tous, voilà, nous enregistrons cette nouvelle émission tous les premiers jeudis de chaque mois comme d'habitude et aujourd'hui nous sommes le jeudi 4 novembre 2021. Aujourd'hui nous recevons Nadia Gertz qui nous vient tout droit de Belgique, elle va nous parler laïcité en Belgique. Nadia Gertz étant une chroniqueuse et une essayiste fort célèbre dans ce pays. Alors Nadia Gertz, bonjour. Bonjour. Et bienvenue, et puis on te laisse parler et on te posera des questions après. Ça marche, merci beaucoup d'abord pour cette invitation. Alors j'ai choisi de donner comme fil conducteur à mon exposé la question de savoir au fond si la Belgique est laïque, oui ou non, avec l'envie peut-être de nuancer un peu ce qui pourrait être a priori une réponse un peu trop caricaturale, un peu trop monolithe, en disant oui et non, une réponse de Normand en quelque sorte, en commençant par le non, parce que il faut quand même bien reconnaître que, en gros, la Belgique n'est pas un État laïque. Et pour essayer de passer en revue tout ce qui fait que la Belgique n'est pas un État laïque, je vais repartir de la Constitution belge, qui est quand même notre texte fondateur, qui a évidemment été changé plusieurs fois au cours de notre histoire, donc au cours de nos près de 200 ans d'histoire maintenant. Mais où finalement rien n'a vraiment changé en matière de relations entre l'État et les religions. Alors qu'est-ce qu'on trouve dans la Constitution qui peut nous aider à concevoir la manière dont la Belgique conçoit ses relations avec les religions ? Première chose, premier élément, l'égalité de tous les Belges devant la loi, qui a d'ailleurs été déclinée, précisée par le fait que les hommes et les femmes sont égaux. Donc ça, c'est quelque chose qui figure dans la Constitution belge, on peut s'en réjouir, avec même la précision qu'il n'y a aucune distinction de rang. Donc ça, c'est quelque chose, je dirais, dont on pourrait se dire, tiens, voilà, ça c'est une porte ouverte quand même à quelque chose de plus ou moins laïque, cette reconnaissance de l'égalité de tous et de toutes devant la loi. Cet article-là est encore complété et précisé par un autre article qui proclame la non-discrimination, mais aussi, ai-je envie de dire, les droits et libertés des minorités religieuses. Et là, évidemment, les choses se compliquent, puisque reconnaître des droits aux minorités religieuses, ça ouvre en fait un boulevard de questions, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que ces fameux droits qu'on va reconnaître aux minorités religieuses, qu'est-ce que c'est qu'une minorité religieuse. J'aurai évidemment l'occasion de revenir là-dessus dans la suite de mon exposé. Troisième chose qu'on va trouver dans la Constitution, c'est la liberté des cultes, la liberté de leur exercice public et la liberté de manifester ses opinions. Alors ça, ce sont des choses qui sont finalement assez évidentes, qu'on retrouve aussi dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, mais qui ne sont pas autrement définies, si ce n'est par le fait que la Constitution belge proclame l'autonomie des cultes par rapport à l'État, mais pas la réciproque. C'est-à-dire que les religions sont indépendantes de l'État, ça veut dire que l'État ne peut pas intervenir, par exemple, dans la désignation, dans la nomination des ministres du culte, mais par contre, rien ne précise dans la Constitution belge que l'État, lui aussi, est autonome par rapport aux diverses religions. Une seule chose quand même qui est considérée souvent par les observateurs de la laïcité en Belgique comme un signal positif en la matière, c'est que la Constitution belge prévoit qu'en cas de mariage, le mariage civil doit nécessairement précéder le mariage religieux, ce que beaucoup interprètent comme une volonté à l'époque d'affirmer la prééminence finalement de l'État sur le religieux. De dire voilà, vous faites ce que vous voulez dans votre vie privée, si vous voulez vous marier à l'église ou ailleurs, vous en avez le droit, mais officiellement, la seule chose qui compte, c'est le mariage civil, et pour marquer le fait que c'est la seule chose qui compte, on impose que ce mariage ait lieu avant toute autre forme de cérémonie religieuse. Autre chose qu'on va trouver dans la Constitution belge, c'est la liberté d'enseignement.
Alors ça, j'aurai l'occasion d'y revenir largement parce que c'est un gros problème en Belgique et ça l'a toujours été, j'ai envie de dire, dans notre histoire, puisque la liberté d'enseignement, au départ, est le fruit d'un compromis lorsque la Belgique s'est créée, donc en 1830, en réaction, en fait, à la volonté hollandaise, puisque avant d'être indépendants, nous étions hollandais, et la volonté hollandaise avait été d'étatiser l'enseignement en quelque sorte, c'est-à-dire de lutter contre toutes les congrégations religieuses qui organisaient un enseignement catholique. Or, les Pays-Bas étaient plutôt protestants, donc le régime hollandais avait été un régime qui avait correspondu à une volonté de mainmise de l'État sur l'enseignement. Et donc, lorsque la Belgique prend son indépendance, en gros, les différentes partis politiques en présence sont toutes d'accord pour dire que l'enseignement doit redevenir libre. C'est-à-dire qu'il n'est pas acceptable que seul l'État organise l'enseignement. Donc n'importe qui doit pouvoir ouvrir une école. Tant les libéraux que les catholiques, évidemment, et j'ai envie de dire, sont d'accord sur ce point. Ce qui va poser problème par la suite, en fait, c'est la question du financement. Puisqu'évidemment, si les libéraux et les catholiques sont tout à fait d'accord pour dire que chacun doit être libre de fonder une école, les libéraux parce qu'ils sont libéraux et les catholiques parce qu'ils sont catholiques et qu'ils y ont un intérêt certain. Là où ils ne sont plus du tout d'accord, évidemment, c'est quand la question va se poser de savoir qui va payer pour cet enseignement libre. Alors, c'est important de savoir ça dans le contexte belge. Quand vous entendez qu'une école est libre, ou même, par exemple, de l'université libre de Bruxelles, qui est la grande université bruxelloise, en fait, ce libre veut dire que ça n'est pas l'État qui l'organise, mais que c'est une puissance privée qui, dans l'immense majorité des cas, historiquement, était une puissance religieuse catholique, mais qui a pu aussi se décliner de manière différente. Par exemple, l'université libre de Bruxelles n'est pas du tout, évidemment, une université catholique, c'est plutôt une université libre exaministe, mais qui est donc aussi le fruit d'une initiative privée. Deux choses encore qu'on va trouver dans la Constitution, qui sont d'une part la neutralité de l'enseignement officiel. Je reviens sur cette question de l'enseignement. L'enseignement est libre, donc n'importe qui peut organiser une école, mais l'enseignement organisé par les pouvoirs publics, donc par l'État, lui, est neutre. Et cette neutralité, j'aurai l'occasion de revenir là-dessus un peu plus tard aussi, se traduit notamment par l'obligation pour les écoles donc, que nous appelons officielles, donc l'enseignement public, d'organiser des cours de religion et de morale, qui sont des cours en fait qui correspondent aux convictions des élèves ou de leurs parents. En tout cas, dans la philosophie d'origine. Donc aujourd'hui encore, en fait, toutes les écoles publiques donc, offrent le choix entre 6 cours différents. Donc un cours de religion catholique, ou de religion protestante, ou de religion islamique, ou de religion israélite, ou de religion orthodoxe, ou de morale non confessionnelle. Donc le cours de morale non confessionnelle étant le cours historiquement qui a répondu à la demande, en gros, des non-croyants, qui disaient « Nous n'avons pas envie que notre enfant suive un cours de catéchisme religieux de quelque obédience que ce soit. » Et donc, pour cela, on a créé un cours de morale non confessionnelle. Donc, ce système continue à exister aujourd'hui, même s'il est fortement contesté et qu'il évolue de plus en plus vers un cours de philosophie et de citoyenneté. J'aurai l'occasion d'y revenir. Dernière chose très importante et sur laquelle je vais embrayer immédiatement, c'est, donc, dernière chose qu'on trouve dans la Constitution, c'est le financement des cultes. Donc, financement public des cultes. Donc, l'État belge reconnaît un certain nombre de cultes et les finance. Ce mécanisme de reconnaissance et de financement est un mécanisme qui est en fait assez, j'allais dire transparent, ce qui serait peut-être un peu excessif parce que ça sous-entendrait que l'État belge agit de manière délibérément arbitraire. C'est pas ça que je veux dire. Par contre, les critères de reconnaissance et de financement sont des critères qui ne sont pas clairement établis. C'est-à-dire qu'en fait, l'État belge finance les cultes qui sont établis depuis suffisamment longtemps sur le territoire. On ne sait pas ce que ça veut dire, suffisamment longtemps, pour lesquels il y a un suffisamment grand nombre d'adeptes. Donc il n'y a pas de chiffre non plus, donc on ne sait pas.
Et donc finalement, chaque religion qui souhaite être reconnue doit elle-même introduire la demande et faire la preuve, dire ben voilà, regardez, nous sommes là depuis 20 ans, depuis 30 ans, depuis 10 ans, nous sommes... je ne sais pas combien, moi, 500, 5000, 10 000, et l'État décide alors de reconnaître ou de ne pas reconnaître ce culte. Donc, les religions reconnues aujourd'hui par l'État belge sont toutes celles dont j'ai déjà parlé précédemment, qui sont enseignées dans les écoles, donc catholiques, musulmanes, israélites, protestantes, orthodoxes, à quoi il faut ajouter la religion anglicane. Alors les anglicans, je le dis toujours avec un peu d'humour, mais ont eu le bon goût de ne jamais demander de cours de religion anglicane dans les écoles, ce qui aide un petit peu à l'organisation, parce que plus il y a de cours à organiser en parallèle, plus c'est compliqué. Les bouddhistes ont demandé, il y a déjà plusieurs années, leur reconnaissance par l'État belge, et donc ce processus est en cours. Et donc, ce qui est intéressant pour le bouddhisme d'ailleurs, c'est qu'il a demandé sa reconnaissance non pas comme une religion, mais comme une association non confessionnelle. Parce que je termine avec ce qui fait peut-être tout le sel de la laïcité en Belgique, c'est qu'à côté de tous ces cultes reconnus et financés, il y a aussi ce qu'on appelle la laïcité organisée. Alors, qu'est-ce que c'est que ce machin-là ? En fait, c'est le fruit de notre histoire qui n'a malheureusement, j'ai envie de dire, pas grand-chose avec la vôtre. C'est-à-dire qu'en Belgique, nous n'avons pas fait de révolution. Et donc, nous avons plutôt une histoire qui est faite de compromis, de négociations, de bricolage institutionnel, etc. Donc, lorsque la Belgique a été fondée donc, comme indépendante en 1831, elle a d'emblée reconnu les cultes qui étaient présents sur son territoire, c'est-à-dire le culte catholique, le culte protestant, si je ne me trompe, et le culte israélite assez rapidement dans la foulée. Évidemment, suite à ça, d'autres cultes sont venus demander leur reconnaissance eux aussi, à un moment donné. Forcément, les orthodoxes ont dit, dites les gars, nous on est là aussi, pourquoi est-ce qu'on ne bénéficierait pas, nous aussi, de subsides publics ? Les musulmans, même chose. Les athéo-laïcs, laïco-athées, je ne sais pas très bien comment les appeler, se sont dit à un moment donné, puisque nous ne sommes pas dans un rapport de force qui nous permet d'obtenir la fin du financement public des cultes, nous allons plutôt décider de demander à bénéficier, nous aussi, de cette manne publique. Et donc, alors ça a été quelque chose qui a profondément divisé le monde laïque en Belgique. Certains ont estimé que c'était une erreur historique grave, ce que je pense aussi d'une certaine manière, parce qu'évidemment, ça équivaut à faire de la laïcité un culte à côté des autres, donc une famille convictionnelle, comme on appelle ça. Et en même temps, on peut le comprendre, évidemment, à partir du moment où il y a là toute une manne financière, évidemment, et que c'est un petit peu frustrant de se rendre compte que les différentes familles religieuses reçoivent de l'argent et qu'à côté de ça, ceux qui n'ont pas de religion ne peuvent bénéficier d'aucun subside. Donc je peux comprendre la logique, et en même temps, disons que je pense personnellement que l'erreur a été d'appeler ça la laïcité. Je crois qu'il aurait été beaucoup plus intéressant et plus stratégiquement efficace de demander la reconnaissance et le financement d'une association athée. En disant, ben voilà, puisque les religions sont reconnues, ben l'athéisme aussi devrait l'être, comme ça nous pourrions faire de l'éducation permanente, nous aussi, enfin, bénéficier de... parce qu'évidemment, la laïcité organisée a aussi toute une série de cérémonies, qu'on appelle des cérémonies laïques d'ailleurs, qui sont souvent calquées un petit peu sur ce qui se fait dans la religion catholique. Par exemple, des cérémonies comment est-ce qu'on appelle ça, des mariages laïques certainement, des funérailles laïques aussi, mais aussi, alors j'ai oublié la façon dont... Mais c'est pas des non, quand même, ils sont pas allés jusque là, quand même, parce que ça, ce serait quand même un petit peu gênant, je trouve, en étant laïco-athée. Enfin, c'est compliqué en Belgique. Je sais pas très bien comment appeler ça, mais disons que d'inscrire un enfant qui vient de naître dans une conviction alors qu'il n'a pas encore pu y penser par lui-même, ça, je crois que personne dans le petit monde laïque belge n'a jamais été jusque là. Par contre,
ils ont mis sur pied quelque chose qui correspond finalement un petit peu à la confirmation. Donc une inscription des enfants qui ont une douzaine d'années par le biais d'une cérémonie laïque. Donc en général, ça se fait à la fin du cycle primaire, donc la dernière année de l'enseignement primaire, pour les enfants qui le veulent ou dont les parents le souhaitent. Évidemment, ça n'a rien ni d'officiel ni d'obligatoire, mais ça correspond vraiment à une volonté, je dirais, de pallier au manque de cérémonial finalement que l'on peut ressentir quand on n'est pas inscrit dans une religion et qui manifestement est jugé par certains un petit peu frustrant. Et c'est vrai que, alors je ne sais pas comment ça se passe en France, mais par exemple un mariage civil en Belgique, c'est fait en 5 minutes ou 10 minutes, quoi, hein, donc c'est quand même pas très... Enfin, ça manque un petit peu d'envergure, de souffle, de hauteur. Tout ça pour vous dire donc que la laïcité en Belgique est donc reconnue et financée sur le budget des cultes et qu'à mon sens c'est un problème d'une certaine façon parce que ça rend le discours laïque brouillé. Ça fait en sorte qu'on ne comprend jamais très bien quand on parle au nom de la laïcité si on défend un principe politique d'organisation de l'État ou si on défend une chapelle convictionnelle particulière qui serait l'athéisme, l'agnosticisme, la libre pensée, ou toutes des quasi-synonymes de ce genre-là. Alors j'ai déjà parlé un petit peu de l'enseignement confessionnel. Je voudrais y revenir un peu plus en détail peut-être, puisque je vous ai expliqué qu'au départ, catholiques et libéraux étaient d'accord pour reconnaître la liberté d'enseignement. Et que donc les problèmes ont commencé à se poser quand il s'est agi de savoir qui allait payer pour cet enseignement libre. Cette question a fait l'objet de ce qu'on a appelé des guerres scolaires. Donc nous avons eu 2 guerres scolaires en Belgique. Alors les guerres en Belgique ne font pas de morts, hein, donc ce sont des conflits larvés ou pas du tout larvés d'ailleurs, parfois extrêmement virulents, mais qui se sont toujours maintenus heureusement au niveau des idées. Et ces 2 guerres se sont finalement réglées par ce qu'on a appelé la loi du pacte scolaire en 1958. Depuis ce moment-là, on est dans ce qu'on pourrait appeler un compromis, un modus vivendi qui n'est probablement satisfaisant pour personne, mais qui est en tout cas plus satisfaisant que de rallumer une guerre scolaire pour la plupart des acteurs. C'est-à-dire qu'en fait, en clair, l'enseignement confessionnel est financé très généreusement, et j'ai envie de dire, mais pas suffisamment généreusement, évidemment, pour les tenants de l'enseignement libre qui voudraient recevoir exactement les mêmes subsides que l'enseignement public, et trop généreusement, évidemment, pour le monde laïque qui estime quant à lui que ces gens-là devraient recevoir un peu moins d'argent. Alors, ce financement public de l'enseignement confessionnel se fonde sur le principe qu'un enfant égale un enfant et que donc il n'est pas question de pénaliser les enfants qui seraient inscrits dans un enseignement confessionnel. Ça me semble évidemment un peu court comme raisonnement, dès lors que, contrairement à ce qui se passe en France, si je suis bien informée, l'enseignement confessionnel est en fait libre d'élaborer ses propres programmes. Alors, ces programmes doivent évidemment être validés tout de même par les autorités compétentes, mais il n'y a pas d'obligation de suivre des programmes qui seraient communs entre l'enseignement public et l'enseignement confessionnel. Et surtout, il y a nécessairement dans l'enseignement confessionnel un cours de la religion de l'école en question que les enfants sont obligés de suivre. Donc un élève inscrit dans une école catholique doit nécessairement suivre un cours de religion catholique à raison de 2 heures par semaine. On voit aujourd'hui se développer ce qui inquiète quand même, je dirais, pas mal d'acteurs, un enseignement musulman, donc des écoles islamiques tant au niveau primaire qu'au niveau secondaire, avec évidemment des cours de religion islamique aussi. Alors, ça inquiète évidemment, enfin, je ne sais pas si je dois expliquer pourquoi ça inquiète. Je veux dire, on se demande évidemment toujours un petit peu ce qui est véhiculé comme type
d'islam dans ce genre d'école. Et en même temps, rien ne permet aujourd'hui, dans la manière dont l'enseignement est organisé en Belgique, d'interdire à une école islamique de s'ouvrir et de recevoir des subsides publics. Alors les autres confessions n'organisent pas ou très très peu d'enseignements spécifiques. Enfin, je pense qu'il y a encore une école juive aujourd'hui à Bruxelles. Je ne pense pas qu'il y ait d'école orthodoxe ni d'école protestante. Donc c'est évidemment l'enseignement catholique qui rafle le gros de la mise, j'ai envie de dire. Même si, en même temps, et il y a évidemment beaucoup d'hypocrisie là-dedans, il y a de moins en moins de catholiques. Donc l'enseignement catholique est aussi un enseignement qui va séduire un certain public parce qu'il a une réputation, à mon sens, souvent erronée, mais de meilleur enseignement, plus sérieux, etc. Parce que certains élèves aussi, ou certains parents d'autres confessions, préfèrent inscrire leur enfant dans une école où il y a un Dieu, même si ce n'est pas le bon, que dans un enseignement sans Dieu, c'est-à-dire l'enseignement officiel. Donc voilà, ça c'est un petit peu la configuration de l'enseignement telle qu'elle se présente aujourd'hui en Belgique. Si je reviens à l'enseignement officiel, donc public, je vous ai dit donc que cet enseignement était obligé d'organiser des cours de religion et de morale. Jusqu'à il y a quelques années, c'était à raison de 2 heures par semaine. Donc tous les élèves devraient nécessairement être inscrits dans l'un de ces 6 cours à raison de 2 heures par semaine. Et puis, des parents ont eu l'idée saugrenue ou intéressante d'exiger une dispense de cours pour leur enfant, en motivant cette demande de dispense par le fait qu'ils estimaient ne pas avoir à assigner leurs enfants à une conviction particulière et encore moins à la rendre publique par le biais d'une inscription dans un cours précis à l'école. Alors dans un premier temps, ils avaient fait la demande uniquement au niveau de l'école que fréquentait leur enfant. L'école a évidemment dit que ce n'était pas possible puisque ce n'était pas du tout prévu. Ils ne se sont pas laissés impressionner, ils sont donc allés au Conseil d'État qui leur a donné raison et qui a donc introduit l'obligation de prévoir une possibilité de dispense pour les élèves dont les parents ne souhaitaient pas que leur enfant fréquente un des 6 cours organisés. Et ça a en fait déclenché toute une remise en question beaucoup plus profonde du système. Parce qu'évidemment, vous imaginez bien qu'à partir du moment où on prévoit une dispense, la question devient très pratique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait des gamins qui sont dispensés ? Je veux dire, quand ils ont 15 ans, ça va, on peut à la limite les mettre à la salle d'études, leur dire vous vous occupez, mais quand ils ont 6 ans, c'est un peu plus compliqué. Et donc, de fil en aiguille, grâce à ce petit grain de sable dans l'engrenage, j'ai envie de dire, on en est arrivé à une situation où il y a aujourd'hui 1 heure de ce qu'on appelle un cours de philosophie et de citoyenneté qui est obligatoire pour tous les élèves. Il ne reste plus qu'1 seule heure de morale ou de religion. Et les élèves qui ne veulent pas du tout de cours de morale ou de religion sont donc dispensés de cette unique heure et obligés de suivre alors une 2e heure de philosophie ou de citoyenneté. Alors c'est un système brinque-ballant, très très compliqué à organiser pour les chefs d'établissement. Et j'ai envie de dire heureusement, parce que c'est probablement ce qui va permettre qu'on ne reste pas sur une patte pendant des années et qu'assez rapidement on en vienne, et c'est évidemment ce que les milieux laïcs demandent en Belgique, à 2 heures d'éducation à la philosophie et à la citoyenneté par semaine et au renvoi des cours de religion ou de morale à des cours facultatifs en quelque sorte. Puisque évidemment, supprimer purement et simplement les cours de morale et de religion de l'enseignement en Belgique, c'est compliqué parce que ça veut dire toucher à la Constitution. Et toucher à la Constitution, ça veut dire qu'il faut d'abord qu'il y ait une majorité pour se mettre d'accord sur le fait qu'on va voter une révision de la Constitution lors de la législature suivante, et à la législature suivante que cette proposition de modification soit actée. Donc c'est quelque chose d'assez lourd et c'est assez logique que la Constitution ne puisse pas la modifier aussi facilement qu'une simple loi. Mais donc du coup, c'est vrai que stratégiquement,
la solution qui paraît la plus réaliste dans un premier temps, ce serait de dire ces cours deviennent facultatifs. Ils sont sortis de la grille horaire. Ceux qui veulent vraiment avoir un cours de religion ou de morale peuvent le faire après 4 heures, donc quand les cours sont terminés. Avec l'idée, en tout cas, c'est ce que moi je me dis, c'est qu'il y a probablement très très peu d'enfants et de parents qui vont souhaiter imposer à leur enfant 1 heure de plus par semaine, alors qu'en plus on sait très bien que les enfants qui vivent dans des milieux où la religion est importante, souvent suivent déjà leur instruction religieuse ailleurs qu'à l'école. Donc que ce soit au catéchisme pour les catholiques ou que ce soit à l'école coranique pour les musulmans. Donc je pense, mais ça n'est jamais qu'une intuition, j'ai pas de preuve de ce que j'avance, que la plupart des parents en fait s'accommoderaient assez bien du fait qu'il n'y ait plus d'enseignement religieux dans l'enseignement officiel. Sachant en plus évidemment que les parents qui sont les plus religieux inscrivent probablement déjà leur enfant dans une école confessionnelle plutôt que dans l'enseignement public. Autre pierre d'achoppement éternelle, j'ai envie de dire, en Belgique, c'est évidemment la question des signes convictionnels à l'école, puisque cette question n'a jamais été tranchée non plus, comme aucune des questions liées aux signes convictionnels d'ailleurs. On a une fâcheuse tendance à ne pas aimer trancher les questions dans mon petit pays. Et donc, en fait, les affaires du voile, parce que bon, on ne va pas tourner autour du pot quand on parle de signes convictionnels, c'est évidemment la question du voile islamique qui se pose et pas tellement celle de la kippa, ni du crucifix, ni du petit t-shirt, Dieu n'existe pas. Donc la question du voile, elle s'est posée en Belgique en fait pas très longtemps après qu'elle commence à se poser en France, sauf que nous n'avons jamais eu de ministre de l'enseignement suffisamment courageux pour prendre le taureau par les cornes et édicter une loi générale, que ce soit d'ailleurs une loi générale d'interdiction ou d'autorisation. C'est-à-dire que tous les ministres dits compétents, comme je dis souvent un peu méchamment, ont toujours décidé que c'était aux établissements scolaires de décider, en fonction de leur propre réalité de terrain. Ce qui a amené évidemment de plus en plus d'écoles à passer de l'autorisation à l'interdiction, parce qu'elles se rendaient compte que ça posait problème, concrètement, ce qui a évidemment engendré une ghettoisation de l'enseignement, parce que les rares écoles qui autorisent encore les signes convictionnels, comme on les appelle, sont devenues des écoles ghetto. Forcément, je veux dire, à Bruxelles, aujourd'hui, je crois qu'il n'y a plus que 4 ou 5 écoles qui autorisent les signes religieux. Ces écoles sont évidemment des écoles dans lesquelles beaucoup d'élèves, ou en tout cas beaucoup de filles, vont uniquement ou principalement parce que là, elles pourront garder leur voile. Donc évidemment, on est à 1000 lieues de ce que devrait être un choix d'études ou un choix d'école. C'est pas du tout la qualité de l'enseignement, la filière proposée, la proximité du domicile, etc. qui interviennent en premier lieu. C'est vraiment le critère de l'autorisation des signes religieux. Donc cette question-là, assez étonnamment d'ailleurs, les écoles confessionnelles, en tout cas catholiques, ont la même politique globalement que les écoles publiques, c'est-à-dire qu'elles aussi, dans leur immense majorité, interdisent les signes convictionnels. Mais visiblement, aucun ministre n'entend le message et ne se rend compte qu'effectivement, si toutes ces écoles sont passées de l'autorisation à l'interdiction, c'est peut-être qu'il y a une raison et c'est peut-être que les temps sont mûrs pour enfin harmoniser tout ça. Autre épine dans le pied de la laïcité en Belgique, c'est, toujours pour rester dans la question des signes convictionnels, c'est la question des agents de l'État et donc la question de l'impartialité de l'État, puisque là aussi, ou là non plus, nous n'avons jamais décidé de manière claire si nous options pour ce que nous appelons en Belgique une neutralité inclusive ou exclusive. Alors, je ne sais pas si ces concepts font écho à quelque chose dans votre réalité en France, mais donc, en gros, en Belgique, je dirais qu'on est d'accord pour dire qu'on n'est pas un État laïque. Je crois que tout ce que je viens de vous expliquer suffit à en témoigner, mais qu'on est un État neutre. Donc ça, je dirais que ça fait consensus. La Belgique est un État neutre.
Ce qui en fait ne règle rien, parce que c'est là que les problèmes commencent, puisqu'en fait tout le monde n'a pas la même conception de la neutralité. Et que donc certains disent, certes, nous sommes un État neutre, mais la neutralité doit se traduire nécessairement, notamment par la neutralité d'apparence des agents de l'État, tandis que d'autres disent, mais non, pas du tout, la neutralité, c'est inclusif. Et donc, ça signifie accueillir tout le monde avec ses signes convictionnels, puisque sinon on serait laïque. Donc, en gros, si vous voulez, la laïcité exclusive, comme on l'appelle, c'est la méchante vilaine, enfin la neutralité exclusive, pardon, c'est la méchante vilaine neutralité qui exclut. Hein, c'est facile à retenir. Tandis que vous avez la gentille neutralité inclusive qui, elle, inclut. La neutralité exclusive étant évidemment plus ou moins synonyme de laïcité, puisque les laïcs sont évidemment des laïcards, des extrémistes, des gens qui ne supportent pas les religions et qui veulent les éradiquer. Je caricature à peine, mais c'est vrai que y a quand même, je dirais, cette tendance lourde en Belgique à considérer que la laïcité, c'est un truc un peu extrémiste. Et c'est probablement dû aussi au fait que géographiquement, on est situé un peu entre vous, la France, et puis d'autres pays qui ont une tradition extrêmement différente en manière de gestion de la diversité religieuse, qui sont les Pays-Bas, qui sont l'Allemagne, qui sont l'Angleterre, et qui ont opté pour un modèle beaucoup plus multiculturaliste. Et donc je pense que nous ne sommes pas seulement géographiquement entre ces deux modèles, nous sommes aussi philosophiquement et politiquement vraiment avec un pied dans chaque modèle, avec, je pense, l'impression que la laïcité, c'est plus facile, c'est plus clair, mais en même temps, je crois que ça effraie beaucoup de Belges qui ont l'impression que c'est quand même un peu radical, que ça n'est pas très tolérant, que ça ne prend pas suffisamment en compte l'identité profonde des individus, ce qu'ils sont, ce en quoi ils croient, ce qui est important pour eux, etc. Et donc je pense que beaucoup de Belges trouvent que le modèle multiculturaliste anglo-saxon est plus tolérant, plus respectueux, et en même temps on voit bien les problèmes que ça peut poser, mais donc du coup avec ce côté, cette manière de garder un pied dans chaque système ou d'être sur une patte entre les deux, on n'avance pas ou très difficilement. Et donc alors, on avance d'autant moins que la Belgique, comme vous le savez peut-être, est un État fédéral, ce qui implique des entités fédérées, ce qui implique un système auquel personne ne comprend rien, en gros. Mais surtout, ce que vous devez retenir, c'est qu'en fait, il y a une multitude de pouvoirs décisionnels. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout un État central jacobin où vous avez Paris qui décide et tout le monde fait. Je caricature sans doute un petit peu le système français, mais chez nous, selon les questions qui se posent, ça va être dans de rares cas l'État, mais l'État belge, c'est au gré, au fil des années, depuis les années 70, je dirais, c'est démantelé de plus en plus, c'est-à-dire à transférer de plus en plus de compétences aux communautés et aux régions. Et donc ça veut dire que chaque région et chaque communauté, c'est pas la même chose, les régions et les communautés, attention. Chaque région et chaque communauté est compétente pour décider de ce qui la concerne. Qu'en ce qui concerne par exemple les agents de l'État, ça peut être même une ville ou une commune qui va décider simplement pour elle-même. Donc, par exemple, la ville de Gand a décidé d'autoriser les signes convictionnels aux agents, même en contact avec le public. Voilà, ça c'est Gand. Mais dans d'autres communes ou dans d'autres villes, on va prendre une décision différente. Ce qui, évidemment, multiplie aussi les polémiques, les recours au Conseil d'État, les controverses juridiques et les tensions sociales, bien entendu. Mais donc voilà. Donc, nous n'avons pas de ligne claire en la matière. Alors évidemment, et en plus, je dois encore un petit peu complexifier ce que je viens de vous dire, puisqu'il y a évidemment les tenants de la neutralité inclusive, il y a les tenants de la neutralité exclusive, et puis il y a ceux qui sont entre les deux. C'est-à-dire il y a ceux qui trouvent que quand même, il faut interdire le port de signes convictionnels aux agents de l'État, mais uniquement s'ils sont en contact avec le public, ou uniquement s'ils ont une fonction d'autorité,
ou éventuellement dans les deux cas. Donc, on n'est pas sorti de l'auberge, je veux dire, entre les partisans du interdiction absolue pour tout le monde, ceux qui voient aucun problème à l'autre bout du spectre à ce que même un juge, même un policier, même une enseignante porte un signe convictionnel. Entre les deux, vous avez ceux qui disent d'accord, si vous êtes au guichet d'une administration en contact avec le public, là, vous devez apparaître comme neutre. Vous avez ceux qui disent pourquoi pas, même en contact avec le public, c'est pas important. Ce qui compte, c'est l'autorité qu'on a ou pas sur l'usager. Et donc, voilà, vous avez une infinie variété de positions politiques, ce qui ne nous aide évidemment pas à prendre une décision commune, collégiale et consensuelle. Je termine peut-être d'abord avant les questions. J'en ai plus pour longtemps. Je voulais simplement juste terminer avec 2-3 petites choses qui font que quand même il y a des petites lueurs de laïcité dans cette Belgique qui l'est si peu. La première lueur de laïcité, j'en ai déjà parlé, je ne vais pas y revenir si ce n'est juste pour la mentionner, c'est cette question du mariage civil qui doit précéder le mariage religieux. Et la deuxième, et ça j'y tiens quand même, c'est ce qu'on appelle les lois laïques. Alors, les lois laïques, peut-être avant de les énumérer, vous expliquer ce que j'entends par là, avec un petit détour peut-être par ce qu'est, à mon sens, la laïcité. La laïcité, c'est évidemment la séparation entre le politique et le religieux. Et historiquement, il me semble qu'il faut revenir au fondement de cette laïcité, c'est-à-dire au fait que c'est pour assurer la liberté de conscience des individus que l'État décide qu'il n'a pas à imposer une conviction particulière à ses citoyens. Donc l'État fait en quelque sorte un pas de côté ou un mouvement de recul, de retrait, en disant voilà, ce domaine-là, le domaine des convictions, je ne suis pas compétent, je ne sais pas, au fond, moi, État, si Dieu existe ou pas, je ne sais pas s'il existe, si ce Dieu s'appelle Allah, Vishnu, Dieu, Yahvé, etc. Et donc, tout ce qui est du domaine des grandes questions éthiques, du sens de la vie, de la manière dont il faut mener sa vie pour en sortir, j'ai envie de dire, par la grande porte, ce sont des questions que je laisse à l'individu, à sa liberté de conscience. Alors, partant de là, il y a des lois qui sont, pour moi, la conséquence directe de cette idée que je viens d'esquisser. Au premier rang, évidemment, enfin la première historiquement, c'est évidemment la loi de dépénalisation de l'avortement, puisque derrière la loi, derrière la question de l'avortement se pose évidemment la question de la vie humaine, mais aussi au fond, qui décide de l'existence future d'un petit être. Est-ce que dès qu'il y a un souffle de vie, il s'agit d'un être humain parce que Dieu l'a voulu, etc. Ou est-ce qu'on a encore affaire à du matériel génétique plus ou moins développé auquel on peut mettre fin, à la vie duquel on peut mettre fin parce que ça n'est pas encore un être humain pleinement constitué. Donc ce sont des questions, je ne vais pas revenir évidemment là-dessus dans les détails, mais dont on sait bien qu'elles sont sous-tendues par des positionnements éthiques qui sont eux-mêmes souvent influencés largement par des convictions religieuses. Et donc, à un moment donné, il est assez logique qu'un État laïque, ou en tout cas au sens minimum que je viens d'esquisser, c'est-à-dire qui se fait ce geste de mise à distance, qui dit « moi j'en sais rien, je ne sais pas si Dieu existe, je ne sais pas si Dieu va être fâché ou pas, qu'on interrompe une vie qui est encore dans le ventre d'une maman, etc. » Donc il semble assez logique que l'État dise « ben voilà, moi j'autorise l'avortement, pardon, libre du coup évidemment aux individus d'y recourir pour eux-mêmes ou pas, puisque c'est ramené à leur conscience individuelle, que plus aucune autorité extérieure ne leur dit c'est bien ou c'est pas bien, en tout cas évidemment jusqu'à un certain stade de la grossesse. Autre loi laïque, c'est le mariage pour les couples homosexuels et l'adoption. Même chose, là encore,
on ne voit pas très bien, on pourra peut-être y revenir dans la discussion par la suite, mais personnellement, je ne vois pas très bien au nom de quoi on s'opposerait à ce que deux individus de même sexe se marient et adoptent des enfants, si ce n'est pour des raisons religieuses. Si ce n'est parce qu'on estimerait que Dieu ne nous a pas fait pour ça, que c'est quelque chose qui est contraire aux lois de la nature, etc. Mais tout ça, c'est aller convoquer des choses qui sont extrêmement connotées religieusement, qui ne font pas consensus, et que donc on ne peut pas imposer à tout le monde. Dernière chose, et ça j'en parle évidemment parce que là, pour le coup, quand même, je voudrais terminer par quelque chose de positif, on a une longueur d'avance sur vous, c'est l'euthanasie. Puisque la Belgique a dépénalisé l'euthanasie en 2004 et l'a même ouverte aux mineurs en 2012, avec évidemment des conditions extrêmement strictes. Mais là aussi, il me semble qu'on a affaire à une loi qui est vraiment une loi d'inspiration laïque, puisque là encore, il s'agit de dire, au fond, l'État n'a pas à décider pour l'individu. Si l'individu estime que sa vie, il l'a pleinement vécue et qu'il ne voit plus aucun intérêt à continuer à vivre, vu son état de santé et vu l'absence de perspective de guérison, il n'y a pas à s'opposer à cette demande qu'un individu fait à un moment donné de mourir. Donc, ce sont des lois laïques. Et curieusement, en fait, là, en Belgique, on est parfois, en tout cas pour la dernière d'entre elles, moins frileux que vous. Alors, c'est quelque chose qui m'étonne doublement, en fait. Je veux dire, j'ai eu l'occasion d'intervenir assez régulièrement en France sur cette question de l'euthanasie. C'est vrai que je ne comprends pas ce qui coince en France. C'est vrai que je le ressens comme quelque chose de totalement paradoxal, en fait, qu'un État qui a été si loin dans la réflexion sur ce qu'est la laïcité ne tire pas cette conclusion qui pour moi est évidente, de dire bien sûr qu'il faut laisser aux gens le droit de choisir le moment de leur mort dans certaines conditions, bien sûr, qui doivent être cadrées par la loi, etc. Et ça m'étonne aussi de la part de la Belgique, puisque de manière générale, on est quand même un peu moins intrépide que vous quand il s'agit de poser des lois claires. Et en même temps, ça ne m'étonne pas tellement, parce que je crois que ce qui fait à la fois notre force et notre faiblesse, c'est qu'on a beaucoup de mal à interdire, mais qu'on aime bien autoriser. Et donc, ce qui pose problème chez nous, c'est tout ce qui a trait à des interdictions, en fait. On n'aime pas ça. On a vite l'impression que, mais de quel droit va-t-on dire non? De quel droit va-t-on dire à un fonctionnaire, à une élève, que non, il ne peut pas faire ceci ou faire cela, etc. Par contre, autoriser des choses, là, on est assez fort pour ça. Et voilà. Et donc, d'une certaine manière, à certains égards, je pense qu'on peut espérer peut-être que des conceptions plus laïques se développent dans les années qui viennent, mais je pense que ce sera dur. Je pense que ce sera dur et je crois que... alors là, je vais rompre le charme. Je terminais quasiment sur une note optimiste et puis là, je reviens à quelque chose de beaucoup plus pessimiste, mais j'ai l'impression que notre propension à autoriser devra nous mener nécessairement à des situations telles qu'on ne pourra plus faire autrement que de se dire ça va pas du tout, il faut qu'on fasse marche arrière et il faut qu'on interdise certaines choses. Et je pense qu'on n'est pas encore arrivé à ce point de non-retour, en fait, ou ce point de bascule où il y aurait une majorité pour se rendre compte qu'on est allé trop loin et qu'il y a de gros problèmes qui se posent et qu'il faut absolument trancher dans le vif maintenant. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je suis évidemment disponible pour les questions. Parlons laïcité, le débat. Eh bien, merci beaucoup Nadia Gertz pour cette belle et brillante introduction et on passe du coup aux questions. Qui veut poser la première question ? J'ai pas très bien compris. Vous avez dit que
qu'il va falloir revenir, qu'il va falloir dire non. J'ai pas très bien compris par rapport à qui. Est-ce que vous voulez bien m'expliquer, s'il vous plaît? Oui, volontiers. En fait, je voulais dire que nous sommes quand même de plus en plus en Belgique confrontés à des revendications religieuses qui viennent souvent malheureusement d'un islam conquérant, ou en tout cas très revendicateur, et auquel que nous n'identifions pas toujours d'ailleurs clairement comme des revendications problématiques. Et donc je pense qu'il nous faudra aller de plus en plus loin dans le laisser-faire pour nous rendre compte. Je reprends l'exemple des signes convictionnels à l'école. On en est aujourd'hui en Belgique, il y a quelques années en tout cas, on a eu des problèmes de petites filles voilées à l'école primaire, voire même à l'école maternelle. À un moment donné, l'argument selon lequel le libre choix, et elles font ce qu'elles veulent, et après tout, si elles l'ont voulu, et si c'est leur interprétation de l'islam, etc., quand on a une gamine de 4 ans devant soi, ça ne marche plus. Et donc, je crois qu'à ce moment-là, certaines écoles, en tout cas, ont eu un sursaut en se disant nous, on veut bien, on est tolérant, tout ce qu'on veut, mais là, il est de notre devoir de mettre un stop, parce que l'argumentation qui avait été la nôtre jusqu'ici, elle ne tient plus. En fait, elle ne tient pas quand il s'agit d'enfants si jeunes, par exemple. Il y a aussi des questions, j'ai pas du tout parlé de ça, mais par exemple, il y a des questions liées à tous ces niveaux de pouvoir en Belgique. Aujourd'hui, par exemple, on est dans une situation où on a interdit l'abattage rituel en Wallonie et en Flandre, mais pas à Bruxelles. La Wallonie, la Flandre et Bruxelles, ce sont les 3 régions du pays. Et donc, tout ce qui est agriculture, bien-être animal, etc., toutes ces compétences-là, ce sont des compétences régionales. Et en fait, donc, nous avons 2 des 3 régions du pays qui ont décidé qu'à partir du moment où on avait une loi sur le bien-être animal qui impose donc d'abattre l'animal dans des circonstances où on lui évite autant que possible toute souffrance inutile, cette loi ne devait pas souffrir d'exception. À Bruxelles, on continue à considérer que par contre, que c'est vrai qu'il faut éviter la souffrance à l'animal. Mais si on a une raison religieuse de le faire souffrir plus, là, il faut quand même accepter. Alors, pourquoi est-ce que c'est comme ça? Mais c'est évidemment parce que c'est à Bruxelles qu'on a la communauté musulmane la plus importante. Donc, c'est évidemment des choses qui sont en partie du clientélisme, de l'électoralisme, etc., qui font que c'est plus difficile pour Bruxelles de trancher cette question que ça ne l'est en Wallonie ou en Flandre. Mais en même temps, ça nous met dans des situations complètement invraisemblables où on risque demain d'avoir évidemment, et on l'a peut-être déjà aujourd'hui, l'abattoir de Bruxelles qui va commencer à devoir fournir la Flandre et la Wallonie parce que ce sera le seul abattoir où on abat encore des animaux sans les étourdir, donc selon leur... donc c'est pas possible, je veux dire, ça n'a pas de sens, quoi. Je veux dire, on a interdit quelque chose dans une région, mais il suffit de faire 20 km et on peut quand même se fournir dans la viande qu'on veut, abattue comme on veut, etc. Donc on arrive assez vite à des situations assez absurdes et assez inextricables. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Non, j'ai dit, on a l'impression qu'il n'y a pas de garde-fou. Mais il n'y a pas de garde-fou parce qu'il n'y a pas de ligne claire. Et il n'y a pas de ligne claire parce qu'il n'y a pas de politique, de principe politique clair qui définit les relations que l'État belge a décidé d'entretenir avec les différentes communautés religieuses. En fait, c'est ça le problème, en fait. On est un peuple de bricoleurs. Je ne veux pas faire de généralités ethnicisantes ici, mais c'est vrai que dans la tradition belge, il y a, dans l'histoire politique belge, on a beaucoup vanté certains de nos premiers ministres parce qu'ils étaient capables d'aller rafistoler des machins qui va mettre des boules, resserrer un boulon par-ci, desserrer un boulon par-là, etc. C'est une manière dont, en Belgique, on aime bien faire de la politique, en fait. Se dire, tiens, on ne raisonne pas à coups de grands principes. J'ai envie de dire méchamment, forcément, puisqu'on ne les a pas.
Et donc, en fait, ce qu'on fait, c'est régler les problèmes au coup par coup. Mais si je reviens à ce que je disais sur les signes convictionnels à l'école, je veux dire, aujourd'hui, il y a quand même quelque chose d'aberrant à se dire que quand vous inscrivez votre enfant dans une école, dans la plupart des écoles, on vous dit pas de signe convictionnel pour les enfants. Hein. Donc, voilà, il rentre à l'école quand même, c'est en tant qu'élève, voilà, ses convictions, il les laisse au vestiaire, c'est mieux, etc. Très bien. Et puis tout de suite après, on lui dit, vous inscrivez votre enfant dans quel cours de religion ? C'est pas logique. Vous dites à un gamin, on s'en fout que tu sois juif, catholique, musulman, etc. Ici, tu viens en tant qu'élève, mais tu vas aller suivre un cours de religion conforme à ce que tes parents veulent pour toi. Donc, c'est le fruit d'un bricolage, c'est la lasagne belge, hein, on construit, mais c'est vrai. Mais en même temps, à un moment donné, ça ne tient pas la route. Et ça ne tient pas la route, et du coup, ça nous affaiblit, évidemment, par rapport à ceux qui ont envie de porter un coup au système, qui vont dire ma liberté religieuse elle est où, attendez, vous me la reconnaissez quand ça vous arrange et puis après vous me la reconnaissez plus, c'est quoi cette histoire? Donc ça manque totalement de cohérence. En fait, ce que je voulais dire simplement, c'est finalement, est-ce que c'est pas un problème politique entre les Flamands et les Wallons qui pose problème dans l'incapacité finalement de pouvoir répondre au problème de la laïcité, de pouvoir s'entendre sur des prises de décision liées à la laïcité. Je suis pas sûre que ce soit un problème tellement communautaire que ça. Je sais qu'on a souvent cette image en Belgique, évidemment. Enfin, en France, on a l'image d'être un pays où on est déchiré par des conflits entre Wallons et Flamands. Pour le coup, je pense pas que ce soit ça. En fait, je réfléchis à voix haute. Du côté flamand, je pense que la Flandre est tétanisée par l'extrême droite. Puisque en Flandre, il y a une extrême droite qui est quand même assez puissante, le Vlaams Belang, dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Et donc, les politiques flamands qui ne sont pas de cette mouvance-là ont à cœur de marquer de toutes les manières possibles qui n'ont rien à voir avec la manière dont le Vlaams Belang conçoit l'intégration, l'assimilation, etc., etc. Et donc, ça les amène souvent à prendre des mesures qui sont des mesures, j'ai envie de dire, d'une extrême tolérance. Alors, évidemment, la Flandre, c'est aussi la région du pays qui est la plus proche des Pays-Bas. Donc, où finalement, l'influence du modèle multiculturaliste anglo-saxon est plus prégnante aussi. Avec cette idée que finalement, chacun fait ce qu'il veut, de toute façon on s'en fout puisqu'on ne se mélange pas. Ça c'est quand même aussi un petit peu les conséquences de ce modèle multiculturaliste. Ça fonctionne bien d'une certaine manière puisque les gens ne se rencontrent pas. Côté francophone, il y a peut-être plus de débats. Alors je connais mieux le monde francophone que le monde flamand évidemment, mais j'ai l'impression que côté francophone c'est plus possible d'en discuter. D'abord parce qu'il n'y a pas cette sempiternelle peur de l'extrême droite, puisqu'on n'a pas d'extrême droite francophone. En fait, on n'en a pas. Je réfléchis, j'allais ajouter un adjectif, j'allais dire on n'a pas d'extrême droite puissante, mais en fait, on n'en a pas. On a des partis de droite, évidemment, mais en gros, non, il n'y a pas d'extrême droite pour le moment. Il y en a eu, mais tous ces partis sont morts-nés. Je ne pense pas, ceci dit, que ce soit parce que les francophones soient tellement plus ouverts que les flamands. Je crois que c'est simplement parce qu'il n'y a jamais eu de leader charismatique qui s'est imposé côté francophone, simplement. Donc voilà, je n'en tire aucune gloire. Donc le débat est plus possible du côté francophone. Peut-être aussi parce qu'effectivement, il y a ce modèle français qui parle quand même plus à certains francophones. Mais avec, alors j'en ai pas du tout parlé ce soir, mais une déferlante de tout ce qui est cette idéologie woke, intersectionnelle, absolument affolante, et qui parasite quand même fameusement les choses, je trouve, du côté francophone. Voilà, je suis pas sûre d'avoir vraiment répondu à votre question, mais... Je voulais rebondir sur l'euthanasie. C'est vrai que vous êtes en avance, il y a moins d'obstacles. En même temps, il ne faut pas être hypocrite. On sait qu'elle se pratique en France, voilà, depuis très longtemps.
qu'on a organisé des unités de soins palliatifs, ce qu'on appelle des malades en fin de vie, et généralement qui décèdent au bout de 20 jours. Et il y a eu quand même un combat qui a été mené par la maman de Vincent Humbert, qui a quand même beaucoup fait avancer le débat et qui a favorisé, je dirais, un peu plus une euthanasie, mais qui soit dite, qui soit officialisée. Voilà. Oui, je sais bien que le débat existe et que ça se fait évidemment, mais enfin, il reste tout de même que la loi n'est toujours pas passée. Que ça conduit quand même beaucoup de Français à aller se faire euthanasier en Suisse ou en Belgique. Je veux dire, ça c'est quand même aussi une réalité. Et puis il y a cette hypocrisie. Enfin, j'ai consacré un livre à cette question parce qu'il se trouve que ma maman a été euthanasiée il y a 3 ans maintenant, et donc ça m'a permis entre guillemets de m'intéresser de plus près à cette question-là. Et c'est vrai que j'avais un peu enquêté à ce moment-là au niveau de la France pour essayer de comprendre ce qui coinçait. Et selon certains intervenants, il y avait peut-être une sorte de volonté de pouvoir de certains médecins qui avaient plus de difficultés à lâcher prise, une volonté de conserver ce droit de vie ou de mort sur les patients. Enfin, je me souviens avoir eu un échange avec un médecin français, la première conférence que j'ai faite en France sur cette question-là. C'était édifiant pour moi. C'était un médecin qui me disait, après la conférence, il me dit, mais vous savez, moi je pratique des euthanasies. Hein. Donc il était contre. Hein. Enfin, il était contre la dépénalisation. Il me disait, moi je pratique des euthanasies. Donc moi je comprenais plus rien. Je me disais, il vient de me dire qu'il était contre, et puis il me dit qu'il en pratique. Et puis il me dit, mais oui, mais je trouve que c'est à moi de décider. Parce que la famille, les proches ou le malade lui-même, ils sont trop pétris d'émotions pour savoir quand c'est le moment. Tandis que moi, je sais. Et donc, c'était vraiment ce « moi, je sais ». Et il disait, vous savez, moi, je sens quand le moment est venu. Et alors, je fais la piqûre. Et puis, j'appelle les gens et je leur dis, voilà, il n'a pas passé la nuit. Et en fait, il avait vraiment l'impression, je crois, de faire son devoir de médecin, de faire ce qui était bien, ce qui était juste. Et moi, je me disais, mais c'est monstrueux. En fait, il prive la famille de pouvoir dire au revoir à ce mourant. Enfin, je veux dire, c'est tellement précieux de pouvoir aller dire au revoir, de savoir que voilà, on y est. Enfin voilà. Il tue un gars qui n'a rien demandé, parce que lui estime que c'est le moment. Enfin, c'est absolument affolant. Et après, dans d'autres conférences que j'ai eu l'occasion de donner, j'ai souvent retrouvé cet argument ou ce témoignage du fait que beaucoup de médecins estimaient que quand même, où va-t-on si on laisse le patient ou la famille décider, quoi. Donc il y a une sorte de confiscation. Alors plus évidemment, la peur de tous les effets pervers possibles de la loi. Mais moi, c'est ça que je ne comprends pas très bien aujourd'hui. C'est qu'autant je pense que c'est important de bien penser la loi, parce qu'évidemment, c'est quelque chose d'extrêmement touchy, sensible, délicat. Il ne faut pas non plus ouvrir la porte à des euthanasies massives et non voulues, bien entendu, évidemment. Mais autant sur le principe, je ne comprends pas où ça coince. Surtout qu'en plus, maintenant, il y a quand même quelques pays qui ont du recul. Notre recul en Belgique, bon, je vous ai dit, hein, c'est de 2004, donc ça va faire 20 ans, hein, bientôt. On voit bien qu'il n'y a pas une augmentation exponentielle des demandes d'euthanasie. Je veux dire, c'est relativement stable et ça reste extrêmement minoritaire. Donc, c'est pas non plus comme si on était devenus des euthanasieurs fous et comme si... non, ça reste quelque chose de marginal, avec des médecins qui pratiquent peut-être 2-3 euthanasies par an, certaines années, peut-être pas du tout une autre année. Donc c'est pas quelque chose d'énorme. Je crois, j'ai peur de m'avancer, de dire des bêtises, mais si je me souviens bien, on est autour des 400-500 euthanasies par an. Donc c'est pas énorme, et ça bouge pas. Donc voilà. Je pense qu'à un moment donné, il faudrait pouvoir se dire, profiter de cette expérience des pays voisins, se dire, ben voilà, ça n'a pas l'air de se passer trop mal, donc on peut peut-être se lancer à notre tour, quoi. Parce que l'absence de cadre légal
c'est aussi ce qui permet les abus. Je veux dire, le cadre légal, c'est quand même aussi une garantie. Alors moi, j'ai deux remarques pour comparer les systèmes français et belge, et puis après une question. Alors une remarque, donc j'ai bien compris qu'il y a des formes de confirmation à l'âge de 10-12 ans qui existent en Belgique. Ça n'existe pas sous forme laïque, en tout cas en France. Par contre, il y a bien des cérémonies de parrainage civil qui sont possibles dès la naissance de l'enfant dans les mairies. Pareil, cérémonie qui dure 5, 10, 15 minutes. C'est une loi napoléonienne qui le permet. C'est très marginal, c'est très rare. Mais c'est possible, et en général, l'enfant reçoit la médaille de la ville ou quelque chose comme ça, ou enfin, ça va dépendre après des communes, mais c'est plutôt une cérémonie là-dessus. Voilà, donc ça c'est la distinction. L'autre distinction, c'est sur l'enseignement privé en France, parce qu'il y a deux formes d'enseignement privé en France. Il y a l'enseignement privé sous contrat et l'enseignement privé hors contrat. Et le sous contrat, bien sûr, il faut payer notamment le salaire des profs, donc c'est aussi les familles qui payent, mais il y a quand même des subsides de l'État qui arrivent. Et donc, il y a quand même encore un chemin laïque à faire là-dessus pour se dire, on avait un intervenant il y a quelques temps qui nous avait dit on a des transports en commun, si on ne veut pas prendre un transport en commun, on peut prendre un taxi, mais à ce moment-là on le paye nous-mêmes et on n'a pas à le faire payer par la collectivité. Voilà. Le hors contrat aujourd'hui est complètement financé de lui-même. Bien sûr, n'est pas reconnaissé. Il y a aussi quand même parfois heureusement quelques contrôles pour vérifier qu'il n'y ait pas trop de dérives. Ça, c'était pour la comparaison par rapport au système. La question que je voulais te poser, c'était par rapport à toi, Nadia. Tu as été enseignante en université, mais tu ne l'es plus, visiblement. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu peux nous raconter tout ça, un peu dans le détail, toute cette aventure et ces péripéties? Oui. Alors, d'abord, simplement pour revenir deux minutes sur la question des écoles, sur un contrat, pas contrat, etc. Alors, si je ne me trompe pas, c'est la loi Debré qui a signé un recul assez considérable dans la matière. Mais toujours, si je ne me trompe, les écoles privées sous contrat sont tenues de ne pas imposer de cours de religion aux élèves qui ne le souhaitent pas, et d'avoir le même programme, si je ne me trompe, que les écoles publiques. Donc c'est pour ça que j'insistais sur le fait que nos écoles libres sont plus libres que vos écoles sous contrat. Voilà. Et nous avons aussi d'ailleurs de l'enseignement privé qui équivaut peut-être alors à vos écoles qui ne sont pas sous contrat, ça j'en suis pas sûre. C'est-à-dire que puisque chacun est libre de créer une école, moi demain je peux créer une école si je décide que finalement je trouve que le mouton est un animal qui apprend plein de choses aux enfants, et donc je vais créer une école qui s'appelle Les Petits Moutons, et on va passer son temps à tondre des moutons et à s'occuper des moutons, et je ne ferai absolument pas de toute une série de choses qui sont prévues par les programmes officiels, parce que je trouve que ça sert à rien, qu'une fois qu'on a regardé un mouton on a tout compris. Mon école ne sera évidemment jamais reconnue. Elle n'aura jamais aucun financement public, évidemment, puisque ça ne tient pas debout, mais libre à moi de demander à des parents de payer des 1000 et des 100 chaque année pour que j'apprenne à leurs enfants toutes les joies du mouton. Simplement, le diplôme que je décernerai à leurs enfants n'est pas reconnu non plus. Mais donc, c'est possible. Mais alors, il y a un contrôle de la part de l'État belge quand même, à certains moments de la scolarité de l'enfant, pour vérifier s'il a acquis les compétences qu'il est censé atteindre à tel ou tel moment de sa vie. Voilà, donc ça c'est en gros pour préciser un peu les choses. Alors pour le reste, pour en revenir à ce que j'ai traversé l'année passée, puisqu'effectivement j'ai été enseignante pendant 30 ans, donc j'étais enseignante pendant 20 ans dans l'enseignement secondaire. Donc j'étais prof de morale non confessionnelle. Maintenant vous savez ce que c'est. Et puis j'ai commencé à enseigner donc en haute école. Alors c'est ce que vous appeliez avant et nous aussi l'école normale. Donc c'était une école qui formait de futurs enseignants. Donc maternelle, primaire et début du secondaire, donc l'équivalent du collège. J'ai enseigné là pendant 10 ans, je donnais des cours de philosophie, de citoyenneté, de neutralité aussi. On en a parlé, vous savez aussi ce que c'est. Et en fait, ma vie professionnelle a basculé en fait le lendemain de la décapitation de Samuel Paty.
puisque ce jour-là, j'ai publié un hashtag sur la page Facebook de mon école où je disais « Je suis Samuel Paty ». Ça me semblait assez logique, en fait, dans une école pédagogique qui formait de futurs profs, de manifester mon soutien, enfin, pas mon soutien, il était mort, mais enfin bon, mon empathie, mon horreur, ma désolation, ma condamnation la plus vive, en fait, tout ce que vous voulez. Et suite à ça, j'ai reçu très rapidement des commentaires haineux de la part de ce que je suppose être d'anciens étudiants, parce qu'évidemment la plupart d'entre eux agissaient sous l'anonymat, pas tous. Et donc ça a duré pendant 2-3 jours avec énormément de commentaires, des choses, oui, vous ne devriez pas pouvoir enseigner, etc. Enfin bon, des horreurs, quoi. Des menaces aussi, y compris menaces de mort. Alors, c'était pas drôle, mais ça n'était encore rien par rapport au fait que ma direction, en fait, a réagi de manière extrêmement molle, extrêmement lente, extrêmement attentiste. En fait, donc ne m'a absolument pas soutenue, en tout cas comme j'aurais aimé l'être. Donc j'ai été harcelée par une collègue aussi qui a commencé à m'expliquer gentiment qu'en fait c'était un peu moi qui l'avais cherché si j'avais tous ces problèmes, parce que bon, il fallait quand même bien reconnaître que mon positionnement en matière de laïcité était quand même un petit peu excluant, enfin que c'était pas étonnant qu'on pense de moi que j'étais raciste et islamophobe, etc. Enfin bon, toutes ces choses là, quoi. Enfin en gros, je veux dire, j'ai envie de dire, malheureusement, un scénario relativement connu aujourd'hui, puis ça, je pense que vous le voyez en France aussi. Enfin, on pense à Mila, enfin, je pense à Mila en tout cas, ou à tant d'autres professeurs dans des universités aussi qui ont vécu un peu le même genre de choses que moi. Et donc ça s'est passé en octobre, donc forcément l'année passée. Et puis alors suite à ça, il y a eu une deuxième salve en mois de janvier où en fait le responsable politique de l'enseignement supérieur a décidé d'autoriser le port de signes convectionnels aux étudiants du supérieur. Alors malheureusement, ça concernait aussi mes étudiants. Enfin, en fait, moi, j'ai pas de position arrêtée sur la question des signes convictionnels dans l'enseignement supérieur, parce que je trouve que c'est une question extrêmement complexe. Je sais pas comment ça se passe en France d'ailleurs, mais je trouve qu'à partir du moment où on a affaire à des adultes qui sont dans des filières parfois qui ne vont pas les destiner nécessairement à un métier où ils devront s'abstenir de témoigner de leurs convictions, enfin, je vois pas nécessairement d'utilité à interdire dans tout l'enseignement supérieur. Par contre, je trouve que dans l'enseignement supérieur pédagogique, tout comme d'ailleurs dans l'enseignement supérieur paramédical, donc dans les filières où on forme des futurs professionnels de l'éducation ou de la santé, où donc on attendra de ces professionnels d'être et d'apparaître comme neutres dans l'exercice de leurs fonctions, je trouve que là, il fallait continuer à leur interdire de porter des signes convictionnels durant la durée de leurs études. Et donc, la décision qui a été prise au mois de janvier a été de dire, non, on va le leur autoriser, puisqu'après tout, ce sont encore des étudiants, ce ne sont pas encore des travailleurs, donc ils peuvent encore exprimer leurs convictions. Alors, moi, j'avais juste relayé un article de presse sur Facebook à ce moment-là, en disant, voilà, on y est, puisqu'évidemment, c'était quelque chose que je redoutais, parce que l'étape suivante, pour moi, elle est évidente. L'étape suivante, c'est qu'on va avoir des jeunes diplômés qui vont dire j'ai les compétences, j'ai suivi la formation, j'ai même eu un cours de neutralité et j'ai réussi. Donc maintenant, vous n'allez quand même pas m'interdire de travailler, par exemple, avec mon voile. Ça, c'est évident, ça nous pend au nez, si je puis dire. Mais donc, j'avais simplement publié cet article en disant, voilà, on y est. Et là, j'ai vraiment reçu une deuxième salve de messages harcelants, de bashing, mais vraiment, alors des dizaines et des centaines de messages, tous plus fleuris les uns que les autres.
Et là encore, donc ça s'est passé en janvier et ma direction a fini par réagir au mois de mai. Alors évidemment, de janvier à mai, moi j'étais en incapacité de travail, donc là j'ai plus pu, j'ai vraiment été pas bien du tout, je crois que ça peut se comprendre. D'une part par toute cette haine que je me suis ramassée, de l'autre et surtout par le fait que ça n'avait pas l'air d'émouvoir grand monde en fait parmi ma direction, quoi. Là où j'aurais dû, je trouve, être soutenue fermement, il y a eu beaucoup d'attentisme, beaucoup d'hésitation, beaucoup de ce que moi je qualifie de lâcheté, jusqu'à ce que finalement, ce soit parce que mon avocate l'a exigé de leur part. Ils ont fini par publier, par envoyer un message à l'ensemble des étudiants et des professeurs pour dire que mon dossier disciplinaire était vierge, que je n'avais pas démérité. Oui, alors là, je saute une étape. En fait, ils ont fait ça parce que dans la foulée de tout ce qui s'est passé, en fait, donc j'ai commencé à un moment donné à m'exprimer dans la presse, à expliquer un petit peu ce qui m'arrivait. Et j'ai eu alors affaire au conseil étudiant. Donc le conseil étudiant, c'est un peu l'équivalent d'un syndicat étudiant. Enfin, c'est un syndicat étudiant. C'est le syndicat étudiant de mon école, qui lui aussi est sorti dans la presse pour annoncer qu'ils avaient voté une motion de défiance vis-à-vis de moi. Parce que chaque année, ils avaient des problèmes avec moi, ils avaient des plaintes me concernant, que j'étais raciste, islamophobe, etc. Enfin bon, bref, des trucs habituels. Et donc là, à ce moment-là, j'ai dit à ma direction, je dis écoutez, ça va plus. Je veux dire, on me salit publiquement. J'aimerais bien savoir s'il y a déjà eu, effectivement, comme le conseil étudiant le prétend, des plaintes contre moi. Ma direction m'avait dit depuis bien longtemps, mais non, il n'y a absolument rien. Mon dossier disciplinaire était vierge. Je leur ai dit, dites-le à tout le monde alors maintenant. Dites-le à toute la communauté étudiante et à mes collègues, parce que ma réputation est évidemment salie. Et donc, ils ont fini par le faire, mais on était très, très avant dans le mois de mai. Donc, on ne peut pas dire que la réaction était fulgurante. Et évidemment, si on revient au mois d'octobre et le contexte de l'affaire Paty, je pense qu'on peut comprendre aussi qu'à ce moment-là, moi, j'ai vraiment craint pour ma vie. Je veux dire, le fait de recevoir des menaces et des propos qui ressemblaient quand même très fort à ce que Samuel Paty avait reçu lui aussi de la part de certains acteurs de l'affaire, m'a fait me dire, moi, je ne suis plus en sécurité dans mon école, en fait. Tout le monde sait quelle tête j'ai, tout le monde sait où j'enseigne. Je veux dire, il suffit d'un fêlé du même style que celui qui a réglé son compte à Samuel Paty, et moi non plus, je ne suis plus de ce monde, quoi. Donc voilà, ça c'est ce qui m'est arrivé en gros, et qui fait que j'ai décidé de ne plus enseigner parce que c'était devenu juste impossible pour moi de retourner dans cette école-là, dans ce milieu-là, avec ces étudiants-là, cette direction-là, de me dire, voilà, je suis toute seule, en fait. Et je pense que ça a beaucoup à voir avec tout ce que je vous ai dit dans la première partie de mon intervention, en fait. C'est-à-dire que ce que je défends me paraît toujours, en fait, extrêmement... peut-être pas consensuel, mais normal en France. Mon discours est un discours, je pense, de laïque française. Sauf que pas de chance, je suis belge. Alors je sais très bien qu'en France, tout le monde ne partage pas non plus les positions d'une Caroline Fourest, d'un Henri Pénard-Ruiz, d'une Catherine Kinsler, ou des gens comme ça, mais qui sont mes références intellectuelles à moi. Et il y a quand même une pensée laïque française qui trouve à se déployer et qui est légitime. Pas pour tout le monde, mais qui a une légitimité. En Belgique, j'ai l'impression d'être beaucoup plus isolée, en fait. Parce que justement, trop radical par rapport à ce qui est considéré comme le juste milieu ou la norme
en termes de positionnement en Belgique, en fait. Et donc, je pense que si Samuel Paty n'a pas été soutenu comme il fallait certainement pas s'attendre à ce que moi je le sois plus. Forcément, je dirais en Belgique, ce que je dis est encore moins consensuel que ce que disent d'autres laïcs du même genre que moi, je dirais, en France. Et en même temps, ce qui continue à me paraître aujourd'hui profondément injuste, c'est qu'en fait, les idées que je défends concernant l'enseignement, en fait, c'était exactement ce que mon école appliquait jusqu'au mois de janvier. L'interdiction des signes convictionnels, c'était comme ça. Je veux dire, c'était le règlement de mon école, auquel je ne suis pour rien. Je veux dire, je suis arrivée il y a 10 ans dans cette école, c'était déjà comme ça. Et donc, en fait, je ne faisais jamais que défendre le statu quo. Donc, ça n'avait rien de révolutionnaire. Je veux dire, je ne prenais pas une position qui demandait à ce que soit modifié le fonctionnement de mon école. Il me convenait très bien tel qu'il était. Et malgré tout, je me suis retrouvée isolée, comme si je défendais des positions pas du tout consensuelles, extrêmement controversées, etc. Dans la lignée de Samuel Paty, il y a Didier Lemaire. Oui, tout à fait. Voilà. Attrape, oui, je sais. Qui est maintenant sous protection policière. Il y a de plus en plus d'enseignants qui subissent ça aussi. Voilà. Et moi, j'ai en mémoire le rapport Jean-Pierre Aubin, qui était inspecteur de l'Éducation nationale et qui avait déjà alerté il y a plus de 20 ans sur le danger de l'islamisation des écoles à Roubaix. Non, en effet, je pense qu'on ne peut pas dire qu'on ne sait pas, mais vous savez, on dira toujours que la Belgique n'est pas la France, jusqu'au moment où il se passera la même chose en Belgique qu'en France, parce que je ne pense pas que la Belgique aille mieux que la France. Mais je pense qu'on est tétanisé, terrorisé à l'idée de pouvoir être accusé de mettre tous les musulmans dans le même sac. En fait, moi, c'est quelque chose qui me frappe, et je ne mets évidemment pas tous les musulmans dans le même sac, hein, je précise, hein, pour le cas où ce serait utile. Mais ça me frappe, par exemple, suite aux attentats, aux différents attentats. En fait, la réaction, ça a toujours été de dire pas d'amalgame. Enfin, ce qui est tout à fait juste, évidemment, il ne faut pas faire d'amalgame. Mais ce pas d'amalgame, je trouve, a dominé le discours public en Belgique au détriment de l'analyse de ce qui avait pu produire ce phénomène de l'islam radical et de l'islam violent. Donc on est resté calé sur ce... Oui, mais enfin bon, la plupart ne sont pas comme ça. Oui, d'accord, c'est vrai, c'est évident, la plupart ne sont pas comme ça, évidemment. Mais il y a quand même un phénomène d'islam radical grandissant. Il y a une pensée islamiste qui se déploie de plus en plus, et on l'a vu encore aujourd'hui avec cette campagne scandaleuse, hein, qui fait du hijab le symbole de la liberté. Enfin, c'est ahurissant. Enfin, je veux dire, parfois on se demande, je veux dire, on nous parle de mondialisation. Enfin, moi, depuis que j'ai 20 ans, on me parle de la mondialisation, et en même temps, cette mondialisation, on fait comme si tout d'un coup elle n'existait plus quand il s'agit de phénomènes géopolitiques. Je dirais, l'islam politique, il est agissant partout dans le monde musulman. Et on a affaire ici à des élites occidentales qui nous disent « Oui, mais ça, c'est là-bas. L'Afghanistan, l'Iran, le Yémen, c'est pas chez nous, ça n'a rien à voir. » Ben, si, ça a à voir, bien sûr, ça a à voir. Je veux dire, les idées se diffusent, elles n'ont pas de frontières, encore beaucoup moins aujourd'hui qu'hier. Et donc, on sait très bien que l'islam politique, il a pris sa source en Égypte, et que quand Tariq Ramadan est arrivé jusqu'ici, en Suisse, en France, en Belgique, etc., enfin, nourri de cette idéologie née en Égypte. Donc, les idées voyagent, les idées se propagent. Et on fait comme si, quand on parle notamment du voile en tant que signe politique fort d'islamisme, comme si ça ne valait que pour les pays où les femmes sont contraintes de le porter. Mais comme si, tout d'un coup, une fois qu'on a passé une frontière, là, c'est tout à fait différent. Comment est-ce que ça pourrait être tout à fait différent? Que ce soit pas entièrement la même chose, je veux bien le concevoir, mais ça reste un symbole.
Ça reste un symbole fort, ça veut dire quelque chose, même si les filles qui le portent n'en sont pas toujours conscientes. Il y a des œillères qui ne tombent pas. Et je ne comprends pas pourquoi elles ne tombent pas, parce que je pense que ce qui nous est présenté comme si difficile, c'est-à-dire cette ligne qui consiste à dire pas d'amalgame, je dis ben oui, mais c'est très facile de dire pas d'amalgame, évidemment. Je veux dire, enfin, ok, on l'a dit, on le répétera autant de fois qu'il le faudra. L'islam n'est pas l'islamisme, d'accord. Maintenant qu'on a dit ça, occupons-nous de l'islamisme. Condamnons fermement tous les discours qui viseraient à rabattre l'islam sur l'islamisme, mais le problème principal, c'est quand même d'essayer de comprendre pourquoi cet islamisme se déploie. Et moi, du coup, je voudrais faire part d'un constat, parce que je parle de la laïcité depuis pas mal de temps, notamment dans des collèges et lycées. Donc j'ai rencontré aussi des jeunes, notamment des 6e, des 5e, avec qui on a parlé de la laïcité, du principe juridique. Après, on a parlé aussi de l'émancipation éducative, de l'instruction publique, on a parlé de Condorcet, enfin plein de choses comme cela, enfin plein de gens du moins. On a parlé aussi avec dernièrement ce qui se passe avec Samuel Paty. Là actuellement je suis assistant d'éducation dans un collège. Je me rends compte que le parcours que vous mentionnez, qui est le vôtre du coup, en fait je le vois souvent. Pourquoi ? Parce que quand je parle avec mes collègues, quand je parle avec des enfants, alors les enfants c'est compliqué parce qu'ils sont en construction, mais quand en tout cas je parle avec des collègues, des adultes, qui représente aussi l'école. Je me rends compte que quand on parle de laïcité, quand on parle de Samuel Paty, quand on parle notamment de savoir être réfuté aussi dans ses idées, dans ses croyances, savoir être critiqué, accepter la critique, c'est quelque chose d'important, je pense, dans le débat, et qu'actuellement, en fait, on n'accepte plus du tout cette critique, on se sent offensé. Je dis ça pourquoi ? Parce que le 21 octobre, notamment à Sciences Po Paris, on a rendu un hommage à Samuel Paty, qui était tout à fait dégueulasse. Excusez-moi du terme, mais je pense. Parce que il y a eu des intervenants. Mais pour rendre hommage à Samuel Paty, ils ont parlé des caricatures qu'il a montrées intrinsèquement racistes, qui est une violence symbolique envers les familles musulmanes. Et je me suis dit, alors, c'est d'accord, on peut avoir des analyses dessus, mais je trouve que la démarche est très douteuse. On rend hommage à une personne qui a été décapitée pour ses idées, pour avoir montré une caricature, alors que dans le débat, il aurait peut-être aurait fallu de dire je ne suis pas forcément d'accord, mais bref, ça, on sera sûrement d'accord sur ce principe, mais que du coup pour lui rendre hommage on se dit bon on va débattre maintenant alors qu'il est mort et on va mentionner que si regardez finalement les images elles sont intrinsèquement racistes, c'est une violence symbolique pour les musulmans. En tout cas ce constat là c'est que je trouve ça vraiment assez incroyable, notamment en France et en ce moment, de voir cette démarche. Vous parlez du wokisme et tout cela. J'ai manifesté aussi dans des syndicats d'extrême gauche à Paris, où quand je disais que j'aimais la laïcité de la République, je me suis fait des droitards. Et en même temps, du coup, je les comprends un peu mieux. Hein. Mais c'est-à-dire que c'est vrai que c'est très frustrant, cette sensation de se dire que quand on parle laïcité, on entend haine des religieux, on entend ah non, tu vas m'offenser parce que tu vas dire que Dieu n'existe pas, ou au-delà. Hein, voilà. Ce que disait Aristide Briand, c'est quelque chose qui me rappelle une fameuse phrase d'Aristide Briand. La loi doit protéger la foi aussi longtemps que la foi ne prétendra pas dire la loi. Et foncièrement, je trouve ça très juste, et surtout en ce moment, alors que ces mouvements sont de plus en plus, et notamment, comme vous l'avez mentionné, avec la Commission européenne, Free Hijab, qui effectivement... Merci, Conseil de l'Europe. Donc voilà, c'est un constat que je reconnais, et que vous avez en tout cas, voilà, c'est beaucoup de soutien pour vous, et pour aussi les autres personnes qui en souffrent quotidiennement. Oui, merci. Je voudrais juste peut-être corriger une chose parce que ça me tient à cœur. Vous avez dit de Samuel Paty qu'il était mort pour ses idées. Ben, en fait, je pense pas. Enfin, je sais même pas. Enfin, pour moi, il est mort parce qu'il faisait son boulot, tout simplement. On sait même pas ce qu'il pensait de ces caricatures. Simplement, il a fait son job de prof, c'est-à-dire qu'il s'est emparé d'une question qui vit dans le débat public et il l'a soumise à ses élèves. Il leur a montré des choses qui paraissaient dans la presse, parce que la presse est libre, je suppose, pour essayer de susciter leur réflexion sur la liberté d'expression et ses limites. Je veux dire, voilà, on n'en sait pas plus. Et c'était son job. Je veux dire, et je suis évidemment à 200% d'accord avec vous quand vous parlez de cette pensée woke dont j'ai parlé moi-même. Mais c'est une des choses qui m'effraie le plus aujourd'hui, je pense. Le fait qu'on est occupé à fabriquer des générations de narcisses. Des générations de narcisses
qui ne supportent plus d'être bousculés, en fait. Et on est à milieu, là, je pense, de ce qui fait la mission première, en fait, de l'enseignement, c'est-à-dire l'émancipation. On n'émancipe pas, on n'émancipe pas les gens en les dorlotant, en leur préparant un petit cocon dans lequel ils sont bien au chaud, dans lequel ils se sentent bien, dans lequel ils sont jamais mal à l'aise, jamais interpellés, jamais bousculés. Non, l'émancipation, c'est des coups de pied au cul aussi, hein. Mais c'est vrai, c'est pense par toi-même, quoi. Réfléchis, remets en question. Oui, je te choque, oui, je t'embête avec ce que j'ai dit, mais réfléchis quand même, creuse un peu. Demande-toi s'il n'y a pas un fond de vérité quand même. Et après, peut-être que ça marchera pas, ou peut-être que ça marchera et que l'autre aura trituré cette idée et dira non, mais on n'est quand même toujours pas d'accord. Mais il n'y a pas de droit, ou il ne devrait pas y avoir de droit à ne pas être offensé. Je trouve que on confond, en fait, on mélange des choses qui n'ont rien à voir. Je veux dire, on parle par exemple beaucoup de violence symbolique. Mais n'importe quoi devient une violence symbolique. Alors qu'en fait, la violence, c'est terrible. Enfin, je veux dire, on peut pas comparer le fait de se faire agresser physiquement et le fait que quelqu'un dessine le prophète et vous le balance sous les yeux. Enfin, je veux dire, ça n'est une violence symbolique que si on ne sait plus du tout de quoi on parle, enfin, mais je crois que malheureusement, il y a quelque chose qui dépasse de loin la question de l'enseignement. C'est quelque chose de sociétal, de générationnel. Ça nous vient des États-Unis. C'est cette idée que nous aurions, nous adultes, pour mission de protéger, au sens le plus large du terme, les petits êtres fragiles qui nous sont confiés. Alors, je vais faire ma vieille réac, mais je pense que parfois, notre mission d'adulte, c'est de préparer aussi les jeunes qui nous sont confiés à aller vivre leur vie dans le grand monde. Et le grand monde, c'est pas le cocon. Je veux dire, ça nécessite d'être armé, d'être outillé intellectuellement, d'être capable d'argumenter, de se défendre, mais pour ça aussi d'encaisser des choses qui ne sont pas des violences symboliques, qui sont juste des contradictions. Je veux dire, l'humanité, elle n'a pu évoluer, elle n'a pu en être où elle est aujourd'hui, où elle en était hier, que grâce au fait qu'il y a toute une série de gens qui ont eu l'outrecuidance de dire « je ne suis pas d'accord avec vous, je ne suis pas d'accord avec mes prédécesseurs ». Il y a peut-être un grand ponte de médecine ou de physique ou d'astrophysique ou de je sais pas quoi qui a fait tel calcul 100 fois et qui est arrivé à telle conclusion, mais moi je crois qu'il s'est trompé. Et je vais les refaire pour la 101e. Bingo, je me rends compte qu'en fait j'avais raison, il s'est trompé. Aujourd'hui, je crois qu'on aurait tendance parfois à dire non mais on peut pas, on peut pas toucher, attends, c'est quand même un grand pont de 2, et puis attends, c'est pas gentil pour lui quand même, hein, un peu de respect. Mais non, pas de respect. Je veux dire, les idées humaines n'évoluent que parce qu'à un moment donné, on se donne le droit de ne pas les respecter. Depuis quand est-ce qu'il faut respecter une idée ? Il faut respecter les gens, évidemment, inconditionnellement. Les gens, oui. Mais les idées, elles sont faites pour être triturées. Elles sont faites pour qu'on s'en empare, pour qu'on se dise tiens, là je suis d'accord, là je suis pas d'accord du tout, là je trouve ça complètement idiot, ça tient pas la route, il y a une erreur de raisonnement. Enfin, c'est ça l'humanité, c'est ça toute sa gloire, toute sa beauté. Sinon on serait toujours des Cro-Magnons. Hein. Il y a une volonté de mettre la pensée sous cloche, comme ça, de dire voilà, on ne remet plus rien en cause. Ou alors, et c'est parfois pire, on peut tout remettre en cause, mais en utilisant un prisme unique qui est celui du rapport dominant-dominé. C'est-à-dire qu'en fait, le critère, c'est plus qui a tort, qui a raison. Enfin, je ne dis pas que je sais qui a tort, qui a raison. Hein, je veux dire, mais le débat ne se pose plus en ces termes-là. C'est-à-dire, quelle est la force du meilleur argument ? Le débat, ça devient qui a le plus souffert. Et qui donc a droit à des justes compensations pour la souffrance qu'il a subie ? Ou pour la souffrance que ses ancêtres ont subie. Hein. J'ai eu une étudiante l'année passée, enfin une des dernières étudiantes que j'ai vues en chair et en os, qui était noire. J'ai même pas envie de dire d'origine africaine parce que ça m'emmerde. Enfin, je veux dire, elle n'était pas d'origine africaine, elle était belge, enfin, vivait en Belgique et ses parents probablement aussi. Mais elle était noire. Et elle est sortie de mon cours très fâchée, pas sur moi mais sur d'autres, en disant « Moi, madame, j'ai été colonisée. » Moi, madame, j'ai été colonisée. Je dis « Mais t'as pas été colonisée.
Mais donc c'est une souffrance parfois une souffrance ou une une simili-souffrance qui est héritée de manière générationnelle, et donc on continue à se prévaloir comme ça de la souffrance de nos ancêtres pour dire, ben voilà, moi je suis porteur d'un héritage qui fait que, en fait, j'ai raison, en gros, parce que je suis dans le camp des dominés. Et je trouve ça très très embêtant en fait, parce que bon, ça réduit des Karl Marx à un vieux bourgeois, un homme blanc de plus de 50 ans, bourgeois. Même chose pour Freud. Je veux dire, ces gars-là n'ont rien à nous apprendre, quoi, hein, si on prend ces critères-là. Enfin voilà, je sais pas, je m'égare peut-être un peu, je m'anime en tout cas beaucoup, mais c'est vrai que ce remplacement de l'analyse rationnelle par l'analyse, j'allais dire mémorielle, mais c'est pas ça, c'est plutôt vraiment qui a souffert, qui est discriminé, qui est victime, risque de faire passer à la trappe toute une série d'idées qui sont des idées majeures, simplement parce qu'elles ne sont pas portées par les bonnes personnes. Oui, moi je voudrais revenir sur la mise sous cloche, en fait. On parle de la mise sous cloche par rapport à une religion musulmane, mais dans d'autres religions, il me semble qu'il y a beaucoup de mise sous cloche également. Donc je vais parler peut-être du catholicisme, avec le Vatican et tout ce qu'on entend en ce moment, avec les problèmes qui ont été mis sous cloche depuis bien plus longtemps. On peut parler de la religion juive, voilà. Enfin, ce sont des histoires également des gens ont vécu des choses terribles. Ça peut être des ancêtres, etc., mais qui sont reportés sur les enfants d'aujourd'hui. Et les réactions, alors je ne cautionne pas du tout ce qui s'est passé avec Samuel Paty, bien sûr, mais il faut pas oublier non plus les autres religions où finalement il y a beaucoup de violences qui sont, traduites différemment et qui sont mises sous cloche. Voilà, j'aurais juste qu'on n'oublie pas ça non plus. Non, c'est vrai. C'est vrai que je trouve que la religion musulmane est de suite portée. On parle de laïcité et tout de suite on parle du voile, on parle de tout ça. Mais finalement, on ne parle jamais des autres religions. Oui, alors je comprends tout à fait votre intervention et c'est vrai que disons que je suis partagée. D'une part, j'ai envie de vous dire, oui, c'est vrai, vous avez raison, il y a des problèmes dans les autres religions et je vais y revenir dans un instant. Et d'autre part, je n'ai pas envie non plus de céder à la facilité parce que je pense qu'en effet, il faut être lucide et reconnaître aujourd'hui que la religion qui suscite le plus de questions, voire le plus de problèmes, c'est l'islam, en termes de laïcité. Cela étant, je trouve important de continuer à garder une réflexion générale sur ce qu'est la laïcité d'un point de vue théorique et comment elle doit s'appliquer à toutes les religions. Mais les questions qui se posent et les problèmes qui se posent ne sont pas les mêmes. D'une part, et peut-être que je n'ai pas insisté suffisamment là-dessus tantôt, mais quand je vous ai parlé de la reconnaissance des cultes en Belgique, je vous ai dit que l'islam avait été reconnu en Belgique, ce qui a posé un problème particulier, parce qu'en fait, reconnaître un culte, ça veut dire identifier une autorité religieuse avec laquelle l'État va pouvoir négocier, dialoguer. Or, il n'y a pas d'autorité religieuse en islam. En tout cas, en islam sunnite, ce qui est l'islam hyper majoritaire dans le monde, il n'y a pas d'autorité religieuse. Donc la Belgique a constitué ce qu'on a appelé l'exécutif des musulmans de Belgique, qui est l'organe responsable du temporel du culte. Alors, pourquoi je dis ça ? Parce que je pense que, si on parle des autres religions, en tout cas de la religion catholique, les problèmes, ce sont des problèmes qui se posent de par, justement, l'autorité religieuse. Je veux dire, c'est le Vatican ou ce sont les autorités religieuses catholiques qui se rendent coupables parfois d'agissements totalement condamnables, scandaleux. Je pense évidemment au scandale de pédophilie dans l'Église, etc., etc. Et qui croient pouvoir se soustraire à la loi commune en disant finalement on va régler ça entre nous. Donc ça pose d'autres problèmes. Je sais pas la même chose. Je veux dire, je pense que quand ce à quoi on est confronté de la part du
de l'islam ou d'un certain islam, c'est à des revendications qui viennent d'en bas, entre guillemets. Ce sont des gens, des croyants, qui disent « moi, au nom de ma religion, je voudrais bien pouvoir faire ça ou je voudrais bien qu'on ne fasse plus ça parce que c'est mon intime conviction, entre guillemets. » Et donc, c'est présenté comme une liberté individuelle. Même si, évidemment, on sait bien qu'il y a toute une doctrine religieuse derrière, mais c'est présenté comme quelque chose qui vient de leur conscience à eux. Ce qui se passe avec l'Église catholique, c'est le contraire. En fait, c'est une autorité religieuse qui dit « nous savons mieux, nous voulons imposer notre volonté ». Alors ça s'est fait très facilement et très couramment dans le passé par rapport à toute une série de lois, justement, donc où l'Église catholique freinait par rapport à toutes ces grandes avancées éthiques dont on a déjà eu l'occasion de parler. Ça s'est fait aussi dans tout ce qui concerne tous ces scandales de pédophilie, avec parfois aussi une incroyable mécompréhension des fondamentaux de la séparation du politique et du religieux, même dans la sphère médiatique, par exemple. Moi, je me souviens un jour avoir entendu dans une émission radio en Belgique un prêtre interviewé sur les scandales de pédophilie qui disait « mais nous sommes favorables à la séparation de l'Église et de l'État et nous la respectons. La preuve, nous jugeons nous-mêmes nos prêtres pédophiles. Ce sont les tribunaux ecclésiastiques qui gèrent ça en vertu de nos lois canoniques. Et puis ensuite, nous allons les mettre à l'écart dans une congrégation religieuse, etc. On gère ça de notre côté. Donc, séparation du politique et du religieux. Que lui dise ça, c'est déjà grave. Mais que le journaliste le laisse dire, ne le reprenne pas en disant « mais attention, mais attendez, vous n'avez rien compris. La séparation du politique et du religieux, c'est pas que le religieux fait ce qu'il veut de son côté pendant que le politique fait ce qu'il veut de l'autre, c'est que le religieux ne se mêle pas de la loi et de rendre la justice, parce que ça, c'est une prérogative qui est dévolue au politique et à lui seul. Donc on est parfois dans un brouillard incroyable, dans une confusion incroyable, mais je suis d'accord avec vous sur le fait que toutes les religions ont, je pense, une tentation totalitaire. Ce que je veux dire par là, c'est que je pense que le propre du religieux ou de la religion, c'est de penser détenir la vérité. En matière non seulement d'ici-bas, c'est déjà pas mal, mais aussi d'au-delà et des conditions pour y aller. Et que quand on croit détenir la vérité, forcément, on a tendance à avoir envie de l'imposer de gré ou de force. Alors ça, c'est toute notre histoire de guerre de religion, etc., etc. Et que donc, si on n'a pas à un moment donné une autorité civile qui dit « stop », au-delà de cette limite, votre billet n'est plus valable, votre autorité, votre pouvoir ne vaut plus, le religieux tout seul, je pense qu'il a tendance à prendre tout l'espace qu'on lui laisse, en fait. Et je pense que c'est un des grands malentendus de ceux qui défendent la neutralité, mais pas la laïcité. C'est en fait de ne pas reconnaître qu'il est nécessaire, comme disait, je crois, Montesquieu, que par la force des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait le pouvoir politique qui, à un moment donné, ne dit pas simplement « nous, on est neutre, vous savez, on aime bien tout le monde et on respecte toutes les convictions », mais un pouvoir politique qui dit « non, ici, c'est mon territoire, c'est le territoire du politique. Le territoire du religieux n'a pas à dicter sa loi, quelle que soit la religion dont il est question, et qu'il s'agisse d'ailleurs aussi d'athéisme, parce que j'en ai pas parlé, mais évidemment, il ne s'agit pas non plus de faire de l'athéisme une religion d'État et de dire, voilà, nous savons que Dieu n'existe pas et nous allons l'imposer à tout le monde. Oui, je n'ai pas grand-chose à rajouter, c'est vrai que les sujets sont vastes. Maintenant, par rapport à la presse, moi, je serais plutôt assez sévère. Entre les chaînes en continu, les réseaux sociaux, et ça, on l'a vécu avec l'histoire du Covid, où il y a eu beaucoup de mensonges, beaucoup de contre-vérités. Les animateurs de radio, c'était vraiment devenu... donc moi, je suis devenue très méfiante. Avant, on disait que la presse était un contre-pouvoir, un quatrième pouvoir. Aujourd'hui, les gens ne se rendent pas compte, mais les journalistes sont en train de prendre le premier. Ils s'octroient un pouvoir énorme. J'aurais tendance à mettre un peu les gens en garde contre ce fameux pouvoir qui pourra, à mon avis, beaucoup trop d'importance sur l'équilibre mental des gens. Moi, je veux dire que ce qui m'inquiète le plus de la part de la presse, le fait que j'ai l'impression que souvent, elle se contente de tendre un micro.
C'est-à-dire de donner la parole à des experts ou des intervenants divers, mais sans offrir un cadrage qui soit un cadrage factuel, rationnel. J'ai l'impression qu'on laisse dire beaucoup de choses, ou que trop de journalistes laissent dire beaucoup de choses dans les médias sans recadrer, sous prétexte que c'est pas eux qui parlent. Mais de ce fait-là, on laisse évidemment se répandre des fake news, des choses qui sont scientifiquement complètement à côté de la plaque. Moi, c'est marrant. Enfin, c'est un peu quand j'ai fait mes débuts comme essayiste. Donc, le premier livre que j'ai écrit, c'était un livre. J'en avais pas parlé du tout, mais c'était sur le roi Baudouin, donc un des rois des Belges, justement, qui était extrêmement croyant, très catholique, et qui a donc pendant tout son règne, en fait, fait souvent prévaloir ses convictions religieuses sur sa mission de chef de l'État. Notamment, d'ailleurs, par exemple, il a refusé de signer la loi dépénalisant l'avortement au nom du fait qu'en tant que catholique, il ne pouvait pas signer une telle loi. Et donc, ça a donné lieu à une crise majeure en Belgique où on a trouvé une solution, un bricolage dont nous sommes friands. Donc, on a mis notre roi en incapacité temporaire de règne. Mais c'est vrai, pendant 36 heures, si je me souviens bien. Donc, on a décrété qu'il n'était plus en état de régner, ce qui a permis de voter la loi. Et quand elle était votée, hop, il était de nouveau en état de régner, c'est merveilleux, il était revenu sur son trône, c'est formidable, voilà. Et il n'avait pas dû citer la loi, signer la loi. Mais donc, pourquoi je vous parle de ça ? Parce qu'en fait, c'est en fait cette histoire de Baudouin, ça a été un peu la façon dont je suis tombée dans la laïcité, en fait. Puisqu'en fait, 10 ans après le décès du roi Baudouin, on m'a demandé d'écrire un livre sur son règne, mais qui soit pas un livre hagiographique, qui soit un livre qui dénonce un petit peu justement les aspects un petit peu plus problématiques de son règne. Et en fait, donc j'ai écrit ce livre, mais qui était mon premier. Donc moi j'étais toute très impressionnée. Je me disais, waouh, écrire un bouquin sur un sujet qu'au départ, je ne maîtrise pas des masses quand même. Enfin, je m'étais bien documentée et tout, évidemment. Mais donc, quand j'ai eu mes premières interviews, c'est là que je voulais en venir, j'étais très stressée. Et donc, j'avais potassé, j'avais relu mon livre, j'avais mis des signets, des petits post-it à des tas d'endroits, en me disant, oui, donc si on me pose telle question, donc ça, c'est ça, oui, alors ça, et tout ça, il ne faut pas que j'oublie telle date et telle référence, la Constitution, blabla. Et en fait, je me suis trouvée devant des journalistes qui me tendaient un micro. Et jamais je n'ai eu l'impression que je devais faire la preuve que ce que je disais était sérieux, quoi. Pourtant, il y avait des choses qui n'avaient jamais été publiées nulle part, hein. J'avais levé des lièvres, il y avait des trucs, je me disais, bon, le scandale du couvent d'Upgrimby, enfin bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais enfin bon, c'était un truc dont on avait très peu parlé. Moi, j'avais vraiment enquêté sur le bazar, je m'étais dit, bon, là, on va me coincer quand même, donc il y a intérêt à ce que je montre que je connais mon affaire. Ben non. Et je veux dire, ça a été un peu, un soulagement évidemment, égoïstement, mais aussi une déception. Dire, en fait, c'est comme ça que ça se passe, quoi. Donc vous écrivez un bouquin et puis il y a un journaliste qui dit, tiens, on aimerait bien vous interviewer, il a préparé 4-5 questions, il vous les pose et puis il note vos réponses et puis voilà, c'est publié, quoi. Alors je dis pas qu'ils sont tous comme ça, mais je crois que c'est malheureusement une tendance lourde qui est sans doute due aussi au fait que j'imagine qu'il manque souvent de temps, qu'il y a une nécessité, une obligation de produire, de boucler les émissions, de boucler dans les rédactions, etc., extrêmement vite, donc ils n'ont pas le temps. Souvent, maintenant je participe régulièrement à une émission où on reçoit des intervenants extérieurs, et souvent quand on reçoit des Français, ils nous disent que nous, au moins en Belgique, on lit les livres, donc des auteurs qu'on reçoit. Alors, je ne sais pas si en Belgique, on lit toujours le livre des auteurs qu'on reçoit, mais ça vous donne quand même aussi une idée de ce que c'est qu'être un auteur en Belgique ou en France. C'est-à-dire, on n'est pas toujours sûr que le gars qui va vous interviewer sur votre bouquin a eu le temps de lire votre bouquin, quoi. C'est embêtant quand même, je trouve. Alors, vous êtes licencié agrégé en philosophie. Je voulais que vous puissiez nous expliquer un petit peu quel est le lien qu'on peut faire sur la philosophie qui peut être liée à la laïcité. Et puis la deuxième chose, c'est Molenbeek Saint-Jean,
qui est inscrite donc sur la carte mondiale des territoires du terrorisme islamiste, et suite évidemment aux attentats de Paris en novembre 2015 et le procès en ce moment de Salah Abdeslam. Comment les Belges vivent cette image, le fait d'être inscrit comme l'un des pays les plus marqués sur le plan du terrorisme? Et évidemment, c'est un lien direct avec la laïcité et le regard et l'ouverture que les Belges peuvent avoir justement sur cette espèce de je dirais de laxisme finalement, à laisser un peu de côté une grosse liberté à l'ensemble des religions et en particulier celle de l'islam. Alors, j'ai envie de commencer en disant que les Belges, ça n'existe pas plus que les Français. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, je pense, une pensée unique des Belges par rapport à Molenbeek, évidemment. Et je pense que j'ai envie de dire que ce qu'on pense de Molenbeek est souvent lié à ce qu'on pense de la laïcité. C'est-à-dire que je pense, sans trop m'avancer, qu'en gros, quand on est laïque, un peu comme moi, on se dit que Molenbeek est évidemment un constat d'échec. Enfin, c'est la preuve cuisante du fait qu'on n'a rien compris, que les politiques qu'on a menées ne sont pas les bonnes. Et quand on est plus multiculturaliste, on se dit qu'il ne faut pas exagérer, que Molenbeek, oui d'accord, ok, mais bon, c'est un hasard, et puis que d'ailleurs certains étaient français, et puis que d'ailleurs ça aurait pu se passer ailleurs, et puis que d'ailleurs Molenbeek c'est très sympa aussi quand on sait trouver les bons quartiers, qu'il ne faut pas généraliser, surtout pas d'amalgame. Il y a beaucoup d'aveuglement, et en même temps c'est compliqué parce que je pense qu'on a tous nos quartiers sensibles. Je veux dire, en région parisienne, vous avez aussi Saint-Denis, si je ne me trompe, qui est pas mal non plus. Voilà, je pense que notre Molenbeek, c'est un peu votre Seine-Saint-Denis, quoi. Oui, c'est ça. Sauf que la différence, mais c'est pas une différence fondamentale, c'est une différence d'organisation. C'est que vous, vos banlieues, elles sont à l'extérieur des villes et nous, elles sont à l'intérieur, quoi. Nous, nos ghettos, ils sont en plein centre-ville. Je veux dire, Molenbeek, c'est en plein centre-ville, hein. Mais ça change rien. Le problème de Molenbeek, c'est une région, pour moi, c'est le problème d'une gestion communautariste, en fait. D'une gestion de la commune où on a eu des bourgmestres, donc des maires qui allaient faire campagne dans les mosquées, qui flattaient l'électorat musulman dans le sens du poil, y compris quand il aurait fallu être un peu plus ferme sur les principes, qui ont laissé aussi des élus. Je veux dire, on a des élus qui sont eux-mêmes extrêmement problématiques en termes de positionnement, de fréquentation, de proximité avec les frères musulmans, etc., etc. Mais je pense qu'on n'est pas, on est globalement pas aussi loin que vous dans le diagnostic. Quand je vois que le comité, le CCIF, qui s'est reconstitué aussitôt en Belgique en CCIE, comment se fait... moi, je comprends pas, en fait. Je comprends pas comment il n'y a pas plus de coordination entre les pays pour dire, attention, ça, c'est quand même identifié comme une organisation dangereuse. Ces liens avec l'islam politique sont avérés. C'est pas du fantasme, etc. Je comprends pas. Quand je vois même la façon dont la presse belge traite ce genre de choses, en fait, c'est vraiment... les Français ont considéré que quoi. Du point de vue français, ça coince un peu. Mais il n'y a aucune adhésion à ça. Je veux dire, c'est comme si c'était vraiment votre lecture à vous, de par votre histoire particulière à vous et votre laïcité à vous, qui fait que vous êtes tellement sensible à... Je lisais encore un article justement sur ce truc du Conseil de l'Europe, là. C'était un article de la RTBF, donc la radio publique francophone belge, qui expliquait à quel point c'était la France qui avait fait pression pour que cette campagne soit supprimée, parce qu'en France, la question du hijab était une question très sensible depuis des dizaines d'années, etc. Mais c'était vraiment, vous refilez la patate chaude, quoi. Et ce qui fait peur, c'est que derrière, il y a la Turquie et la Russie. Mais oui, mais c'est pour ça que je ne comprends pas. Je parlais de mondialisation tantôt, là encore, je veux dire, mettre en commun nos informations, savoir,
À un moment donné, ok, on peut discuter, dans certains cas limites, je comprends qu'on se dise, tiens, est-ce que c'est encore des fréquentables ou est-ce que ça devient des infréquentables? Mais il y a quand même des moments où il doit y avoir des balises, des critères, etc. Donc, je ne comprends pas comment on n'arrive pas à harmoniser si pas nos politiques, au moins nos diagnostics par rapport à certaines mouvances qui peuvent aussi facilement se reconstituer en Belgique, alors qu'elles ont été déclarées comme très clairement dangereuses en France, quoi. Oui, peut-être dans les questions, parce qu'on en va vers la conclusion de notre soirée. Bon, qu'est-ce qu'on peut souhaiter quand même pour la Belgique en termes de laïcité de manière générale? Et vu l'histoire qui t'arrive actuellement, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter aussi, et où en es-tu sur les aspects judiciaires qui entraînent un petit peu tout ça, un peu en particulier? Pour mon plan particulier, ça va encore durer quelques années, je pense, puisque j'ai quand même intenté 4 procès, donc au civil et l'un au pénal. Alors le pénal, ça va prendre du temps. Bon, ça c'est évident. Ça se compte en années. Le civil, l'un d'entre eux pourrait être réglé au printemps, le premier. Donc j'en ai encore pour quelques années, je crois, de stress. Voilà, oui. Sinon, professionnellement, je me reconstruis. Enfin, je suis contente, je suis heureuse de ce que je fais maintenant. J'ai été engagée dans un service d'études d'un parti politique, plutôt à droite. Forcément, j'ai envie de dire, ça aurait été totalement inimaginable dans la configuration belge qu'un parti de gauche me demande de venir les aider à y voir clair dans des questions de neutralité, d'impartialité, etc., ce qui sont les questions sur lesquelles je travaille. Donc je suis très heureuse dans ce que je fais, j'aime beaucoup. Par contre, j'ai pas digéré ce qui m'est arrivé l'an dernier, donc voilà, mais je vais pas faire ma thérapie ici, là, maintenant, c'est pas vraiment l'endroit. Plus généralement, par rapport à la Belgique, ce qu'on peut souhaiter, je continue à croire quand même, moi, beaucoup à l'éducation. Et donc, je pense que si les choses peuvent changer, ce sera par le biais de l'enseignement. Je suis pas sûre qu'on soit mûr pour prendre le bon chemin dans l'enseignement, vu tout ce que je vous ai expliqué. Mais je crois que si on arrivait demain à avoir ces 2 heures de philosophie et de citoyenneté dans les écoles, ce serait déjà quelque chose de très important. À condition, évidemment, que ce soit couplé aussi avec une réflexion en profondeur sur les missions de l'école. Parce qu'évidemment, il faut pouvoir, dans ces cours d'éducation de la philosophie de la citoyenneté, aborder toutes ces questions qui fâchent. Je veux dire, si c'est pour se dire on va éviter de parler de ce qui fâche ou on va en parler de manière à ne fâcher personne, donc en se mettant d'accord par exemple sur le fait que les caricatures de Charlie Hebdo, c'était quand même un petit peu raciste ou intolérant ou islamophobe, ça va pas du tout évidemment. Donc je pense que ce dont on manque dans la tradition belge et à l'école en particulier, c'est de lieux où on puisse acter nos désaccords. Mais ça veut dire pour ça qu'on doit pouvoir les exprimer, qu'il ne faut pas devoir s'auto-censurer déjà avant même de commencer à exprimer une idée. Il faut pouvoir exprimer ces idées telles qu'elles sont, quitte à se dire « zut, j'ai choqué, je vais reformuler parce que j'ai été mal compris » ou « j'ai choqué, mais tant pis parce que c'est exactement ce que je pense ». Et si ça choque, c'est bien dommage, mais on va essayer de s'expliquer là-dessus. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut vivifier, en fait. Cette capacité d'organiser le débat, d'organiser la controverse, parce qu'il n'y a rien à faire. Si on n'y arrive pas par les mots, on sera de plus en plus soumis à la loi des Kalachnikov. Voilà. Il faut qu'on continue et qu'on réapprenne à supporter le désaccord de manière pacifique. Eh bien, merci Nadia Gertz, merci à notre public. Je pense qu'on peut l'applaudir parce que là, tout ça... Merci à tous. Merci. Notre prochaine émission, qui aura lieu donc le 1er jeudi de décembre, va parler de laïcité et hôpital, et on aura le directeur de l'hôpital de Melun qui viendra exprès pour pouvoir nous parler un petit peu de tout ça. Merci et bonne continuation à tous. Cette émission est à présent terminée. Retrouvez l'ensemble de nos podcasts Parlons laïcité sur notre site www.rers-evry.fr. Et pour rester informé de notre actualité et communiquer avec nous, rendez-vous sur notre page Facebook.